Bienvenue au podcast Histoire de bijoux. Je suis Marie-Pierre Brazeau, bijoutière joaillière et propriétaire de la bijouterie Lepage. Aujourd'hui, au podcast Histoire de bijoux, j'ai envie de vous faire découvrir une personne dont la passion pour son métier a été marquante pour moi. Il a le privilège d'enseigner la bijouterie joaillerie à la relève au Québec et il m'a enseigné il y a 20 ans passés. Yann Blanchette, bonjour! Bonjour Marie-Pierre. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Est-ce que ça fait déjà plus de 20 ans? Oui, j'ai revérifié ce matin. Ça Ah, fait 20 ans. OK. Ça me fait plaisir de te ramener ce souvenir. OK, oui, ça me fait plaisir moi aussi. Donc, Yann, toi, tu es enseignant dans le programme de bijouterie joaillerie au Centre de formation professionnelle Maurice Barbeau, où moi, j'ai fait ma formation, comme je disais, il y a quelques années passées. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, j'aimerais que tu te présentes. Écoute, oui, je m'appelle Yann Blanchet. Je suis enseignant à Maurice Barbeau depuis, en fait, je complète ma 22e année comme enseignant à Maurice Barbeau. J'ai commencé à enseigner là en 2020, en 2002, à l'automne 2002, donc en septembre 2002. Puis ben j'arrivais du marché du travail. J'avais étudié à l'école au DEP comme toi, avec peut-être quelques profs que tu as connus aussi. J'avais Guy Audette, Pierre Bélanger, Dominique Audette. J'ai eu un petit peu aussi Michel Alain-Forgue comme professeur. Donc, mais j'ai diplômé, disons, en 97. Je suis rentré à l'école en 2000, en 95, puis je suis sorti en 97. OK. Voilà. Et là, toi, tu me disais tout à l'heure, tu sais, quand tu as terminé ta formation, on s'entend, là, tu t'es pas aligné en enseignement immédiatement quand tu as terminé. Tu as commencé ton parcours dans les ateliers. Oui. Écoute, ça a commencé de façon un petit peu particulière. J'ai parlé de Guy Audette. J'avais un bon lien avec mes enseignants. Ça allait bien, moi, à l'école. Tu sais, c'était pas. En fait, j'avais fait un cégep déjà. Puis j'avais fait une demande d'inscription à l'Université Laval. Puis j'ai été accepté, mais j'ai fouiqué. Comme on dit en bon français, j'ai fait non, c'est pas ça que je veux faire. Puis finalement, je me suis inscrit au DEP. Euh, puis, euh, puis c'est ça, à la deuxième année, à peu près autour du mois de novembre, environ en deuxième année, Guy passe à mon bureau, puis il dit, ouais, il dit, quand t'auras quelques secondes, il dit, il faudrait que je te parle un petit peu dans le bureau des profs. Fait que je finis ce que j'avais à faire, je m'en vais le voir dans le bureau des profs. Il me dit, écoute, je parle souvent de Guy Lepage, puis ben, il dit, il aimerait ça avoir quelqu'un avant Noël, puis il dit, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant pour toi. Moi, je fais ni une ni deux. Je dis, ben oui, pourquoi pas. Fait qu'il dit, ben il t'attend tel moment. Puis je pense il m'a même secoué parce que je pense que j'étais pas tout à fait prêt ou j'étais un petit peu bohème encore. Puis j'avais comme un petit peu oublié le rendez-vous. Puis je pense il habitait 2 rues derrière chez moi ou 3 rues derrière chez moi. Il était venu cogner à la porte puis il m'avait dit, hey, Lepage, il t'attend. Ah ouais, Alors, donc? ouais, c'est ça. Fait que j'ai intégré l'atelier chez Lepage, qui travaillait avec sa fille sur la rue Maguire, qui avait elle aussi fait le cours en bijouterie. Puis, puis c'est ça. Fait qu'en novembre, je rentre chez Lepage, puis moi je lui dis, écoute, paye-moi pas, j'étais à l'école, tu sais, je suis là juste pour apprendre. C'est comme un stage. Ouais, il dit, c'est correct. Il dit, assis-toi là, ma fille va s'occuper de toi. Ça a commencé à peu près comme ça. Fait qu'on est en septembre, octobre 96. Puis j'ai fait, à un moment donné, il disait, ben là, ce serait le fun que tu sois là un petit peu plus. Et puis, ben, toujours Guy, Odette, qui s'était occupé qui avait dit, bon, ben, là, je dis, hey, le page, j'aimerais ça m'avoir 2 jours par semaine, puis une journée la fin de semaine. Ben, il dit là, 2 jours par semaine, ça va être difficile un peu. Fait qu'il dit, ben, écoute, je regarde ça. Puis, avec l'école, on avait réussi à négocier que, il y avait encore des cours, il y avait des cours de soir dans ce temps-là. Moi, j'étudiais de jour. Fait que le but, c'était de me libérer 2 journées. Fait que l'école avait dit, OK, Yann pourra venir à l'école lundi, mardi, mercredi le jour, ainsi que jeudi soir, pour lui libérer. Fait qu'il pourrait faire la fin de sa formation en 4 jours
pour lui libérer 2 jours, puis un vendredi soir si l'employeur a besoin de lui. On s'entend que la formation professionnelle, c'est pour envoyer des gens sur le marché du travail. Fait que, tu sais, Mhm. il pouvait dire à quelque part mission accomplie. Donc l'école on a négocié ça avec l'école. J'ai rien fait là, c'est-à-dire que mon prof puis l'école se sont organisés Ils ont pour que négocié ils ont négocié pour que ça passe entre bien. eux. Donc c'est ça. Donc je faisais 2 jours plus deux jours plus des fois le samedi chez Monsieur Lepage sur la rue Maguire. Puis le jeudi soir, ben le jeudi après-midi à 3h30, je ramassais mes affaires. Les cours commençaient à 3h30. Puis je me suis dit avec Monsieur Lepage, il m'a regardé ramasser mes outils, puis il dit, tu te fais là. Ben, je dis, je ramasse mes outils, il faut que j'aille à l'école. Il dit, ben ouais, alors, ça apprendra rien à l'école, là. Il dit, reste ici, tu vas en apprendre bien plus dans l'atelier. Fait que ça te donne une idée que le jeudi soir, j'arrivais à l'école, je voyageais en bus à l'époque, j'avais pas de voiture. Donc, j'arrivais à l'école à 4h30, 5h, 5h15 des fois, tu sais, puis je filais jusqu'à 9h30, la fin des cours. Mon Dieu, que j'ai connu cette charmante époque. Moi, je travaillais dans le jour jusqu'à 3 heures et à 3h30, j'arrivais à l'école. Jusqu'à 10h30 à peu près que les cours avaient lieu. Oui, Et là, moi, j'avais mes 5 jours de cours en plus du travail, puis je travaillais le samedi, dimanche. Donc, ma vie était infernale même à cette époque. ouais, oui, oui, ça donnait des horaires un peu capotés. Oui, oui. Et dis-moi, au départ, quand t'as, tu sais, les bijoux dans ta vie, là, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi ce métier-là, mis à part le fait que tu as choqué à l'université, mais Oui. qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, hey, moi, c'est là-dedans que je veux étudier, c'est ça que je veux faire? Écoute, j'ai toujours, mes parents, bon, ça me dérange pas de donner mon âge là. Je suis né en 1973, de parents étudiants et un peu granola. Donc chez nous, tout se faisait à la main. La bouffe, la cuisine, la cuisine, la bouffe, les vêtements, des meubles, des lampes, tu sais, un paquet de trucs que mes parents avaient pas les moyens nécessairement d'acheter tout neuf, fabriquaient, récupéraient, transformaient. Fait que j'ai toujours vu ça un petit peu le travail manuel. Mon père et ma mère, toutes les deux faisaient de la couture, du tricot. Mon père s'amusait à faire du crochet. Il bricolait des lampes, toutes sortes de bébelles. Fait que j'ai beaucoup vu mes parents qui étaient des diplômés universitaires, mais qui travaillaient de leurs mains, qui aimaient ça, faire des choses avec leurs mains. Donc, ça, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré. De partir de matériaux bruts puis d'arriver à un résultat fini, j'ai toujours trouvé ça intéressant. J'ai eu un jouet quand j'étais petit, c'était des Legos. Fait que suivre des plans, assembler des pièces ou triper à faire de la sculpture en Lego, pas de plan, avec rien, c'était un plaisir pour moi. Le samedi matin, je me réveillais de bonne heure, puis j'ouvrais mes Legos, puis je brossais de la boîte de Lego, puis je m'amusais. Fait que les premiers bijoux que j'ai faits, mes parents portaient pas beaucoup de bijoux, mais ma mère a eu à ma naissance une bague avec une belle grosse pierre de lune dessus, puis j'ai toujours trouvé belle cette pierre-là, ça m'a toujours fasciné. Puis ensuite, je te dirais que à un moment donné, pour une raison XY, ma mère fait de la soupe et il y a des os qui sont là, mais ils sont propres, 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 et la soupe a cuit très longtemps. Et je dis, hey, peux-tu me le garder, cet os-là? Et avec ce morceau d'os-là, je me suis fait une bague. Donc, la première bague que j'ai fait, c'était un morceau d'os qui venait de la soupe ou d'un rôti de palette, quelque chose comme ça, puis que j'ai transformé en bague. Tout croche, faite avec une lime de quincaillerie, puis des papiers sablés que je trouvais, puis que j'essayais d'aller au plus fin, mais on trouvait pas encore du très très fin là. Fait que c'était un peu brut mon affaire, mais je la portais fièrement. Mhm. Puis j'ai un ami qui me dit, hey, c'est le fun ça, j'aimerais ça moi. Fait que, il m'a refilé un morceau d'andouillé, de la corne de caribou. C'était un copain qui était OK. archéologue puis qui avait voyagé dans le Nord. Puis il m'a donné un bout d'andouillé puis il dit, je te donne ça, mais tu me fais une bague avec. Fait que j'ai fait un jonc à lui aussi. Puis là, ben, tu sais, la mienne était ordinaire un peu. Fait que là, je voulais ajouter un petit quelque chose sur la sienne. Fait que j'ai fait une rainure dans le milieu. Puis j'avais un ami qui était en train de faire son cours de lutherie. Fait qu'il commençait à travailler les bois exotiques. Puis à un moment donné, je voyais de la poussière rouge traîner sur son... Il y avait un bois rouge, là, vraiment particulier comme couleur. Fait que je disais, hey, tu fais quoi avec cette poussière-là? Ben, tu fais rien.
Fait que moi, j'ai essayé, j'ai dit, hey, je vais mélanger ça avec de la colle, puis je vais aller remplir la petite groove que j'ai faite avec une petite lime fine. Fait que j'ai réussi à faire une belle ligne rouge sur son jonc en os. Puis ensuite, mon père, il dit, hey, c'est le fun ce que tu fais. Fait que là, ben, j'ai fait une bague pour mon père. Puis là, ben, j'allais de un petit peu plus en un petit peu plus. Fait que là, mon père, ben là, Mhm. la bague, fallait qu'elle soit ronde. Là, je voulais, ouais, c'est beau de l'os, mais ce serait le fun d'avoir une incrustation de quelque chose. Fait que mon copain qui avait commencé à faire son cours de lutherie, je disais, hey, t'aurais pas ça des retailles de bois? Fait que il y a trois, quatre petites grenailles d'ébène qui traînaient sur son bureau. Il dit, amuse-toi avec ça. Fait que j'ai transformé les petites retailles d'ébène en un petit point rond, puis deux petites flèches noires comme ça avec l'intérieur un petit peu en arrondi, puis j'ai réussi à creuser dans l'os pour être capable de les rentrer là-dedans. Tu sais, j'ai fait un petit peu comme des cabochons légèrement, puis j'avais réussi à Mhm. les incruster là-dedans. Puis quand j'y ai donné ça, il a dit hey, wow, ouais, t'es habile, il y a combien de temps là-dedans? Je dis ben là, je sais pas. J'ai pas compté. Puis quand je faisais ça, je voyais pas le temps passer. Mais pas du tout. Mhm. Fait que ça m'a donné un peu la piqûre. Ensuite, ben là c'est bien beau, mais à un moment donné, tu veux travailler du métal. Puis mon père, voyant ça, il m'avait fait comme cadeau de Noël, il m'avait fait un petit coffre d'outils avec quelques outils, mais qu'on trouvait en quincaillerie, là, tu sais, un fer à souder, ce qu'il a trouvé comme lime fine, l'ancêtre du boc-fil, là, ici à chantourner, une espèce de cadenas en U sur lequel on met une lame, là, pour découper. Fait que c'est avec ça que j'ai travaillé un peu et sa bague à lui, parce qu'il me l'a offert avant que je trouvais que c'était un bel échange de se faire une bague en échange du coffre Mhm. d'outils. Puis après ça, ben je faisais pas mal de vélo de montagne aussi dans ce temps-là, puis on voulait passer entre les arbres dans le bois, fait qu'on raccourcissait nos guidons de vélo, fait qu'on faisait des tranches de guidons de vélo en aluminium. Fait que j'ai transformé aussi quelques retailles de guidons de vélo en jonc. En les sculptant encore une fois à la lime avec tu sais, une perceuse accrochée sur le coin de la table avec un gros serre-joint puis une meule en pierre dessus pour être capable de creuser l'intérieur comme du monde. Je, je me débrouillais avec ce que j'avais, mais mon père qui était à ce moment-là, qui sortait de sa maîtrise en counseling en orientation, je lui avais dit hey, ça existe-tu des cours là-dedans? Et c'est là qu'il a dit oui, ça existe. Il existe un centre de formation au DEP qui donne ça à Québec. Puis il y avait une hésitation, il dit t'es plus un gars social, le métier de joaillier, c'est plus un métier solitaire. Fait qu'il dit c'est Mhm. ma seule hésitation. Puis moi j'ai dit ben, je suis sûr qu'il y a des ateliers qui travaillent en équipe. Ouais, OK. Fait qu'il y a pas mon père m'a jamais empêché vraiment de faire des expériences puis d'essayer des choses. Puis il a peut-être été un peu déçu que je rentre pas à l'université, mais en même temps, je pense qu'il comprenait mes choix. Puis OK. il voyait mon attirance, il voyait ce que j'étais capable de faire avec, on va se le dire, pas grand-chose comme outil. Il s'est dit, ouais, c'est sûr que tu sais, puis c'est 2 ans le DEP, fait qu'il a dit, ben écoute, oui, ça existe. Fait que c'est comme ça que je me suis inscrit à l'école. T'es chanceux parce que beaucoup de conseillers ou conseillères en orientation, tu sais, là, je recule il y a 20 ans en arrière. Moi, quand j'ai terminé le secondaire, j'ai fait un deck en graphisme. Et quand j'ai terminé, je me disais, j'aime ça, mais je suis pas passionnée. Il y a quelque chose qui me manque. Puis j'avais toujours été fascinée justement par le travail de mes mains, côté artistique, fabrication, bijoux et autres. Et justement, j'étais fascinée parce que je trouvais dans le coffre à bijoux de ma mère, à cause des souvenirs qui étaient rattachés à chacun des bijoux. Et on m'avait dit à l'époque, ne t'en vas pas vers ce métier-là. Il n'y a aucune opportunité d'avenir pour toi. C'est un métier qui coûte cher, les équipements, les pierres, le métal et tout va pas là-dedans. Et bien entendu, quand on me dit va pas là-dedans, c'est sûr, j'y vais. Qu'est-ce qu'on fait? Puis écoute, je gagne ma vie là-dedans, là. Tu Ouais, sais, fait que des fois, quand nos tripes nous parlent, on n'a pas le choix de les écouter parce que le message est clair dans ce temps-là, hein. ouais, pas mal. Hey, je Et là, repense à toi, ça. oui. C'est parce que je viens d'avoir un flash. Je regarde, je viens de voir les mains de ma grand-mère avec une OK. grosse bague, tu sais, style en branche là, des années Ah ah, 60 quasiment, avec des oui, oui, oui. diamants sur le dessus, puis une autre petite avec une petite pierre verte que j'ai compris que c'était une émeraude plus tard. Mhm. Ça aussi, ça m'avait attiré. Ma grand-mère était coquette un petit peu. Fait que, Ben elle avait oui. quand même quelques bijoux, puis je trouvais ça toujours le fun de les voir. Ah non, puis tu sais, c'est quelque chose que, tu sais, veux pas, c'est brillant, Oui. c'est beau, mais quand tu sais, moi, je me souviens, ma mère avait une petite bague, c'était un petit cœur avec deux petits oiseaux qui s'embrassaient dessus.
Et moi, je disais tout le temps, mais c'est-tu papa qui t'a donné ça? Puis à quelle occasion? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Bon, j'étais dans une phase très romantique et sentimentale à cette époque. Mais reste que, moi, c'était pas tant la valeur monétaire du bijou, moi, c'était le souvenir. Je voulais Ouais. connaître l'histoire qui venait avec. Puis, tu sais, on envoie des bijoux comme la bague de ta grand-mère dont tu me parles. J'en vois tous les jours à la bijouterie des dames qui viennent me voir et disent, mes enfants m'ont donné ça à l'occasion de mon 75e anniversaire ou peu importe, tu sais. Mais on a cette portion de vie des gens qui est partagée grâce à ces morceaux de métal-là qu'ils portent à tous les jours. Ouais. Donc, c'est fascinant, là, tu sais. Puis ça nous marque parce qu'on s'en souvient. Tu me parlais de la bague à ta mère, la pierre qu'il y avait dessus. Ça a marqué des Oui. morceaux de ton histoire, tu sais. Oh, Fait que oui, oh, c'est oui. fascinant de découvrir tout ça. Et là, toi, à partir du moment où tu as fait ton intégration dans le cours, tu sais, ça s'est bougé, tu es allé en atelier après ça. Est-ce que, tu sais, tu me parles, puis écoute, tu me racontes comment t'aimais aller chercher toutes sortes de matériaux puis créer, mais moi, c'est le souvenir. Moi, c'est le souvenir du Yann Blanchette, mon professeur, qui essaie toutes sortes d'affaires puis qui assemble. Puis pendant que nous, on faisait nos travaux, toi, installé à ton bureau, en train de travailler quelque chose. Ah oui, là, j'ai récupéré telle pierre ou j'ai telle chose. Et moi, c'est le souvenir. C'est Yann. C'est ça que je OK. voyais. Et là, je voulais savoir ce que tu créais à l'époque, quand tu as commencé. Est-ce qu'il y avait un style qui était très distinctif à toi ou tu essayais toutes sortes de choses, la curiosité, tu sais, c'était ouvert, plein régime? Ah, écoute, c'était d'essayer, tu sais, c'était de voir le temps que ça prenait d'arriver à une forme avec un matériau brut, que ce soit l'os, que ce soit tu sais, si on tourne à cette époque-là, là, Mhm. c'était long. C'était long, là, tu sais, la lime, elle se bourrait d'aluminium, puis il fallait que je la nettoie, puis que je recommence, puis, tu sais, c'était quand même relativement long, mais j'arrivais avec des trucs. Mais j'étais quand même dans le, tu sais, géométrique, tu sais, OK. c'était pas, est-ce que j'avais un style, mon Dieu? Je pense que la pièce qui a le plus de style, c'est la bague à mon père, que j'y ai faite en os, puis qui doit être perdue dans le fond d'un tiroir à quelque part, puisqu'il y en a plus. Il y en a eu d'autres par après. Mais, Mhm. est-ce que j'avais un style? Mon Dieu, écoute, tu sais, je regarde la bague, là, c'est comme les boutons d'un Walkman. Tu sais, play, review, puis review, puis fast forward, là, tu sais, les deux flèches avec le piton rond dans le milieu. C'était un peu ça. Puis bon, ben, Uh-huh. il y avait un esthétisme, mais je peux pas vraiment parler d'un style. Tu sais, c'était Mhm. graphique, à quelque part, un peu. Mais j'étais pas encore dans une immense inspiration. Là, c'était d'explorer avec OK. l'outillage que j'avais ce que j'étais capable de faire. Euh, Mhm. un petit peu après, j'ai fait un petit pendentif aussi que j'ai porté pendant un bout de temps. Puis là, je m'étais amusé. Là, j'ai découvert mon ancêtre du Buckfield de tantôt. Là, j'avais ajouré un motif de flocon de neige très très délicat dans une tranche d'andouiller. En fait, j'avais fait deux tranches très très minces. Puis j'avais pris un petit plaquage d'ébène que j'avais collé entre les deux. Puis après ça, j'avais percé. Écoute, j'avais réussi à me trouver de la mèche à 0,5 mm, je pense. Je me souviens même pas dans quoi j'ai réussi à faire tenir ça. Je pense que j'avais des petits outils que mon ami en lutherie me prêtait, puis j'avais réussi à la main à faire des trous pour passer ma lame puis aller découper des petits triangles là-dedans. Il n'y avait pas de dessin j'avais fait un dessin un peu, mais j'avais aucune technique pour le transférer sur cette pièce-là. Mhm. Je pense que j'avais réussi à le coller, puis je suivais les traits au plomb comme je pouvais. Là, tu sais, on sait qu'à force de passer le doigt sur du plomb, à un moment donné, on voit plus grand-chose. Là. Fait que j'avais réussi à faire de quoi avec ça. Je pense que je l'ai encore quelque part dans mon atelier, ce petit bijou-là. Là, ben quoi, c'était géométrique. On aurait pu dire que ça faisait penser à certains. Tu sais, il y en a qui me disaient, écoute, c'est quoi, c'est-tu un calendrier aztèque, tu sais. Fait que j'avais un trip quand même un peu. Puis je dis aztèque parce que j'aimais beaucoup. J'ai toujours beaucoup aimé l'histoire. OK. Euh, Plus jeune, je pense que j'aurais aimé ça être archéologue. J'ai un ami plus tard qui l'est devenu. Fait que les Mhm. références à ce qu'on trouvait en Égypte, ce qu'on trouvait à ce moment-là, les débuts de l'exploration, là, tu sais, des précolombiens en Amérique centrale et en OK. Amérique du Sud. Fait que c'est des choses qui m'inspiraient. J'aimais beaucoup les reportages de National Geographic. Fait que quand je découvrais des trucs sur des civilisations anciennes, ça venait toujours m'inspirer. Fait que
les sources de base étaient peut-être un peu là, mais fallait chercher en regardant ce que je faisais pour les trouver, là. Et au fil des années, quand tu t'es dirigé vers l'enseignement tranquillement, pas vite, qu'est-ce qui a fait que on a mis de côté un petit peu la création pour se diriger vers un côté un petit peu plus pédagogique? Écoute, tu sais, ça c'est moi mon chemin dans la bijouterie, je peux pas dire qu'il était tracé, mais je peux pas dire que j'ai eu à faire d'énormes choix, entre guillemets. OK. Je m'explique. Euh, Quand j'ai quitté le page, bon, on commençait à moins s'entendre. Il m'avait parlé de me mettre travailleur autonome. Puis là, ben moi, je m'informe sur c'est quoi un travailleur autonome et je tiens mon bout de cordon pour lui dire, ben moi, si tu me mets travailleur autonome, c'est moi qui décide de mon salaire, puis c'est moi qui décide de mon horaire. Et là, il a OK. dit non, c'est pas de même que ça marche, là. Puis non, non, il dit là, j'aime pas ça comme attitude, là. Fait qu'il dit, garde, il dit ça va être correct, là. Il dit, de toute façon, on avait une baisse de clientèle. Lui, sa santé était un peu déclinante. Puis tu sais, il aurait aimé ça que je sois là, puis que je prenne un peu la relève dans l'atelier, mais au niveau expérience, j'y étais pas du tout. Mhm. Puis ce qu'il me demandait comme implication, j'étais pas rendu là dans mon parcours, puis j'avais pas ce guts-là comme lui l'avait. Fait que moi, je suis pas allé vers là. J'ai quitté. On s'est quitté en bon terme. J'ai finalement, à cette époque-là, c'était pas si trop compliqué d'obtenir du chômage. En fait, il y avait juste à écrire sur la cessation d'emploi qu'il n'y avait plus de travail. Comme c'était Mhm. une entreprise qui était un petit peu en déclin, ben, euh, il aimerait peut-être pas ça que je dise ça, là, mais tu sais, il y a eu 3 boutiques avec un atelier, puis là, ben, il restait une atelier boutique. Fait qu'on s'entend qu'elle a déjà été OK. plus gros, puis qu'il avait réduit un peu ses Mhm. opérations. Il n'était Euh, pas dans les meilleures années de son non histoire. plus. On s'entend qu'on était, quand je suis rentré chez lui, comme je disais tantôt, on était en 96, 97. C'était pas l'art coûtait pas une fortune, mais le salaire suivait pas non plus. C'était pas, ben, pas Ben une non. fortune dans le sens comme aujourd'hui, là. Ouais, ouais. Fait que je l'ai quitté. Puis à la faveur d'un ami qui dit hey, je m'en vais faire des courses à Place Laurier, je m'en vais porter je ne sais plus qu'est-ce qu'il faisait. Puis je dis ah, il y a un atelier de réparation à Place Laurier. Je dis j'embarque avec toi, puis j'amène un CV. J'ai déposé un CV à Place Laurier au bijoutier chez Jean Robert. Puis il m'a rappelé, il dit ah ouais, il dit ah t'as de l'expérience, ben il dit je pourrais t'essayer. Fait que ça a été ça mon entrevue pour rentrer chez Jean Robert, le bijoutier à Place Laurier. J'ai été chez lui pendant 1 an et demi. C'était une entreprise qui faisait de la réparation. Mhm. Essentiellement, on avait, je pense, que c'est 95% du chiffre d'affaires de la compagnie, c'était de la réparation. On était ouvert sur le couloir, donc C'était les gens, vitré, oui. tu te souviens, les gens Ben, c'est parce que voyaient. moi, je travaillais pour une boutique avant de travailler pour la chaîne de bijouterie Webster au début de ma formation en bijouterie joaillerie. Je travaillais 2 boutiques plus loin. Fait que moi, quand je venais travailler, écoute, je faisais du lèche-vitrine, je regardais dans la vitre de l'atelier de Jean-Robert. Fait que t'es en train de me dire qu'on s'est croisés avant que tu sois à l'école, puis moi aussi. Ça, ouais, ça se peut, Ça se sans doute. pourrait. Fait que c'est ça, j'ai fait. Ben moi j'étais dans un garde-robe en arrière, là. Je dis un garde-robe, OK. c'était vraiment pas plus grand qu'un garde-robe. Mhm. J'avais un horaire de 30 heures, je faisais à peu près 10 heures de réparation de chaînes et de boucles d'oreilles, puis une vingtaine d'heures en polissage pour les joailliers qui réparaient. Il y avait 2 gars qui réparaient. OK. Quand moi j'étais au polissage, il y avait une fille qui prenait la relève sur la soudure en fait, qui prenait la relève. Moi, je prenais la relève une journée et demie par semaine parce que c'est elle qui le faisait le plus Mhm. souvent qu'autrement, puis moi je faisais du polissage surtout. Fait que OK. je suis rentré chez Jean-Robert comme ça. Après ça, après 1 an et demi, ben je recroise un de mes anciens profs qui me dit ouais, puis ouais, ça date, t'es au bijoutier, comment ça va, nanana. Puis je fais comme ouais. Il dit ah, je dis ben tu sais, je dis, c'est de la réparation, c'est cool là, mais tu sais, plus j'explique un peu qu'est-ce qu'on fait, puis où est-ce que je suis rendu, puis il dit ben écoute, il dit c'est peut-être une place, il dit c'est spécial un peu comme place là, mais il dit la bijouterie Savard cherche quelqu'un. Je dis ah, c'est qui ça? Ben, il dit, ils sont sur le chemin Saint-Louis, à Sillery, ils ont une belle clientèle, là, puis ben, ils ont un atelier. Il dit, moi, j'ai déjà travaillé là un été, là. Il dit, en tout cas, il dit, si tu as le goût d'aller les voir, tu sais qu'ils cherchent quelqu'un. Hmm. Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, hein? J'étais en Je congé le t'ai lundi, entendu. je t'ai entendu. J'étais en congé le lundi, fait que j'étais ni une ni deux. Le lundi, je prends rendez-vous. Je les appelle pendant mon heure de dîner.
cabine téléphonique avec des 25 sous, là, pas de téléphone cellulaire dans ce temps-là. Puis je les appelle, puis on se donne rendez-vous, puis je m'en vais visiter l'atelier, puis passer l'entrevue avec surtout la chef d'atelier, parce que c'est elle qui me fait visiter pendant que la patronne est occupée avec des clients. Quand la patronne regarde mon CV, puis qu'elle voit que j'ai de l'expérience, puis que j'ai travaillé pour Monsieur Lepage, qu'elle connaît, elle dit, ben, quand est-ce que tu es prêt à commencer? Fait que, tu sais, ça a été tracé un peu comme ça. Euh, à la bijouterie Savard, je travaillais avec la femme d'un de mes anciens enseignants, Mhm. et qui était toujours enseignant, puis qui venait la chercher le soir, à l'occasion. Fait qu'on se croisait à la fermeture de la boutique, puis ben il voyait il voyait dans les vitrines ce qu'on faisait, puis où j'étais rendu dans mes compétences en bijouterie puis en joaillerie. Fait que mes deux anciens profs m'ont contacté puis m'ont offert de venir passer une entrevue parce que ils venaient de déménager le cours de Fleur de Lys où on était là, le pavillon technique, Mhm. à Maurice Barbeau, à Sainte-Foy. Puis il ouvrait, là, il y avait deux groupes le jour, puis il allait avoir deux groupes le soir, donc il manquait d'enseignants. OK. Puis ils m'ont dit, ça te tente-tu de venir passer l'entrevue? On ne garantit rien, mais on aimerait ça que tu viennes passer l'entrevue. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon père cherchait de la job à ce moment-là dans une commission scolaire et il avait vu l'annonce du centre Maurice Barbeau. Il m'avait appelé le dimanche soir pour me dire, tu rappliques le dimanche après-midi pour me dire, tu t'en es chez nous, on fait ton CV. Et le lundi, mon prof m'appelait à la bijouterie pour me dire, on aimerait ça que tu viennes passer, porter ton CV puis passer une entrevue. La secrétaire va t'appeler au courant de la semaine. Tu Oui, comprends des que fois, ça déboule vite, 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 là. c'est ça. Fait que est-ce que j'ai fait un choix? Ben, moi, l'enseignement, je me voyais faire ça, mais plus Mhm. tard, pas mal dans ma carrière. Tu sais, je m'étais dit, bon, ben, je fais mes classes, puis je mange mes croûtes dans une, deux, trois entreprises. Ensuite, peut-être que je me lancerai à mon compte, puis peut-être plus tard, j'enseignerai. Mais je voyais ça vraiment plus loin. Fait que les choses se Mhm. sont un peu, les éléments ont changé de place un petit peu. Euh, puis c'est ça. Puis quand j'ai passé l'entrevue, ben finalement, ils m'ont rappelé pour me dire, ben écoute, on est prêt à t'engager, à condition que tu t'inscrives à l'Université Laval pour faire un certificat en enseignement professionnel et technique pour devenir prof. Puis tu commencerais telle date. Fait que Je me souviens, j'ai tu finissais, je pense, je me demande si c'était quand moi j'ai fait ma dernière année, je pense que tu finissais ou tu étais proche de finir tes derniers cours à l'université Ah, à écoute, l'époque. ça m'a pris 4 ans et demi. Ça m'a pris 4 ans et demi faire un certificat à OK. temps partiel, on s'entend. J'ai eu Uh-huh. la chance, en rentrant à Maurice Barbeau, on m'a dit, t'as un groupe de soir, t'as une tâche à 100%. Euh, J'avais des amis qui étaient déjà rentrés en enseignement au collégial, en maths ou en français, puis c'était pas les conditions qu'on leur offrait d'entrée de jeu, là. Ils ont été à temps partiel pendant un petit bout. Moi, on m'offrait une job à temps plein tout de suite. Puis quand on m'a montré le salaire, j'ai fait comme ah oui, ok. Ben ça vaut la peine de s'inscrire à l'université puis d'aller se former pour devenir enseignant. Fait que Ben, coudonc. tu sais en fait j'ai juste pas dit non aux offres qu'on Mhm. m'a faites qui se sont présentées à des moments vraiment intéressants. Chez Savard, ça faisait 3 ans, un peu plus que 3 ans que j'étais là. J'étais encore bien, mais je trouvais que je gagnais pas encore ma vie trop fort. Évidemment, j'avais réussi à finir de rembourser mes prêts étudiants, puis tout ça, c'était derrière moi. Mais ben, j'aspirais peut-être à un petit peu plus. Puis là, ben, tu regardes, tu dis, ah ouais, ok, vous avez des vacances l'été. Ah oui, vous arrêtez dans le temps des fêtes. C'est des jolis qui travaillent pas dans le temps des fêtes, ça existe pas, là. On le sait très Je sais bien. pas ce que c'est un congé pendant le temps des fêtes. Non, 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 quand tu es non, dans pas du l'industrie, temps. 50% de ton chiffre d'affaires, c'est le mois de c'est la fin novembre jusqu'au 1er janvier, là. Fait que, bon, voire 10 janvier, mettons, là. Fait que, tu sais, Ouais. on connaissait pas ça, on faisait des semaines de fou, là, dans le temps des fêtes. Donc, j'ai dit oui. Puis je suis encore là 22 ans plus tard. Fait que dans le fond, c'est cette capacité que tu as eue de te laisser toutes les portes ouvertes. Oui, Ça a été bénéfique. oui. Parce que, tu sais, des fois, on focus tellement sur une chose, on veut atteindre un objectif, une direction. Tu sais, moi, je veux faire ça, puis le kit. Mais tu sais, c'est comme si toi, tu t'étais laissé le champ libre, tu t'es dit, ben écoute, la vie me portera où elle me portera, puis je vais suivre la brise. Mais tu sais, les gens me posent la question, des fois, t'avais-tu un plan de carrière? Tu sais, un petit peu comme tu me dis Mhm. là, je dis, ben, un plan de carrière. Je me voyais prendre de l'expérience dans mon domaine, peut-être un jour me lancer en affaires, mais se lancer en affaires, c'est un autre truc. Ça,
Euh, je suis pas sûr que j'aurais été fait pour me lancer en affaires vraiment. Je suis pas, j'ai pas le côté entreprenant vraiment là, le E là des fameux conseillers d'orientation là, l'entreprenant, c'est pas ce qui cotait le plus fort dans mes tests d'orientation quand j'étais Mhm. plus jeune au secondaire. Fait que je sais pas si je me serais vraiment lancé en affaires. Sinon, peut-être en sous-traitance. Ce que j'ai fait en OK. devenant enseignant un petit peu pendant quelques années. Euh, OK. fait que oui, je me suis laissé les portes ouvertes. J'avais pas un plan, mais le plan m'a suivi. Je dirais ça Mhm. de même. Parce que, tu sais, souvent, quand les... Écoute, si je reviens, moi, à l'époque où je faisais ma formation, souvent, ce qu'on entendait auprès des étudiants, des finissants, c'était, ben, je vais me partir à mon compte, puis je vais voir, je vais faire mes bijoux, puis je vais voir ce que ça va donner. Et, sur le lot, on n'en entend pas beaucoup parler. Tu sais, Puis, la réalité est que on est beaucoup ouais, et faut que tes créations ressortent du lot pour être capable d'en vivre. oui, Fait que, tu sais, quelqu'un qui a une ferme, tu sais, comme toi, tu disais, bon, mais je voulais faire mes apprentissages en atelier à différents endroits pour parfaire mes connaissances, le kit, mais souvent, ce qu'on entendait beaucoup, c'était, ben non, moi, je vais me lancer, je vais vendre mes bijoux, tu sais. puis Moi, j'ai appris à vendre des bijoux avant de dire je vais vendre les miens ou je vais lancer les miens. On va apprendre le métier. Moi, j'ai appris le métier tout en bijouterie en même temps qu'à l'école, tu sais. Fait que, mais les étudiants, puis je ne sais pas si c'est encore la même chose aujourd'hui, mais je sais qu'à l'époque, écoute, c'est ça. C'était le grand rêve du... ouais, je vais lancer mes collections, puis tu vas voir, puis tu sais, puis oui, on a encore ça. J'ai encore des gens qui me disent, ah Mhm. ben moi, tu sais, je travaillerai pas pour quelqu'un, je vais faire ça pour moi. OK. Ce qui a changé, par exemple, entre nos débuts, hein, mes Ouais. débuts, tes débuts, on va dire, c'est l'arrivée Mhm. d'Internet puis du commerce Internet. Mhm. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus plausible pour un élève de dire, je vais lancer ma collection, je vais commencer à afficher mes trucs sur Facebook, par exemple. Puis tranquillement, pas vite, ben là, les gens s'intéressent. Tout d'un coup, tu sais, moi, je me souviens d'un élève qui avait fait ça. Il avait commencé à vendre ses trucs sur sa page Facebook. Il finissait un bijou, puis il le mettait là. Même s'il était vendu, ben, en fait, c'est encore plus payant quand il était vendu parce que lui, il savait qu'il n'y avait pas besoin d'attendre qu'il se vende, tu sais. Fait qu'il mettait des photos de ce qu'il avait réalisé, des commandes qu'il avait eues, puis des fois, les gens posaient des questions. Hein, ça vaut combien? Ça coûte combien? T'as fait ça comment? Puis là, ben, ça a suscité un intérêt, puis à un moment donné, il a dit, là, je peux plus faire ça juste par Facebook. Il y a un ami qui a proposé de faire un site transactionnel. Mais là, on recule encore là mon Ben Dieu, oui. Dan, ça doit faire plus de 15 ans. Fait que tu sais, aujourd'hui, quelqu'un dans son salon qui décide qu'il se fait un site transactionnel peut, avec Internet, se le faire toute seule, mettre ses choses en vente, puis rejoindre le restant de la boule. Fait que c'est ce que je dis aux Mhm. élèves, je dis, vous avez, puis vous êtes beaucoup plus techno que moi, vous avez accès à la boule au complet. Fait que ce qu'on disait avant, ben il faut vraiment que tu fasses quelque chose qui va plaire à la clientèle dans ton quartier, puis dans ton coin, puis dans ton entourage. Aujourd'hui, si ta clientèle, c'est plus le style gothique, puis qu'il y en a une gang en Europe du Nord, puis en Angleterre, puis aux États-Unis, en Californie, ben crime, s'ils trouvent ton site, puis que tu es bien référencé, ils vont te trouver, puis ils vont aller acheter sur ce que tu as à vendre. Tu sais. Exactement. Tu sais, la distance au jour d'aujourd'hui n'est plus un critère limitant. Par Exact. contre, je ferais du pouce sur ce que tu dis. Internet, oui, c'est un avantage aujourd'hui. Par contre, il y a beaucoup de bruit sur Internet. Il y en a beaucoup qui Oui. font des bijoux et il y a des grosses machines qui vendent des bijoux. Donc, pour que toi, ton bijou ressorte davantage que celui de quelqu'un d'autre, faut que tu cries fort en tabarouette parce que, tu sais, tu peux t'époumoner, là, avant Ça, que tu oui. sois vu puis que ça soit rentable. Ça Parce a que, tu les défauts ça sais, a les défauts de ses qualités. exactement, parce que c'est pas parce que tu mets un site en ligne que tes bijoux, ça va être les plus beaux bijoux de la Terre.
Ça veut pas dire que tu vas entendre la sonnerie de la notification qui est vendue. Vous avez une Effectivement. commande. Ching! Tu sais? Fait que c'est ça, là. Et Dis-moi donc, Yann, euh, je te laisse, je pense que tu avais non, non, quelque ça chose va. que Ben, tu je voulais suis entièrement ajouter. d'accord avec toi. Tu sais, c'est que oui, ça nous permet de nous se mettre en vitrine sur la boule, mais ça permet à tout le monde de se mettre en vitrine sur la boule. Fait que Ben oui, ça fait le magasin de bonbons pas mal plus grand pour tout le monde. Il y a beaucoup plus de choix de couleurs puis de saveurs. Puis ben, exact. des fois, je dis aux élèves, tu sais, inventer la roue dans un métier qui a au-delà de 7 000 ans d'histoire. Il y a des symboles qui ont été pris et repris et revus et refaits des centaines, voire des milliers, voire des dizaines de milliers de fois, tu sais, Mhm. réinterpréter des trucs. Ben, faut être très créatif ou sortir des sentiers battus. Puis là, ben, est-ce que tu rejoins nécessairement la clientèle que tu aimerais? Bref, c'est pas, ça donne plus d'accessibilité à une plus vaste clientèle, mais ça veut pas dire que tu vas en vendre plus demain matin. C'est ça que je voulais. Ben non. Puis tu sais, c'est au même. Je prends ton exemple, puis je l'apporte à la musique, on réinvente rien. Ce qui sort aujourd'hui, c'est des rythmes qui ont déjà été entendus. C'est juste qu'on brasse les ingrédients, puis la soupe, elle a un petit goût différent, tu sais. C'est ça. La mode, c'est la même chose. Oui. Mon Dieu, je vois des vêtements que ma fille porte, je fais comme, mon Dieu, j'ai fini mon secondaire, je vais t'habiller comme ça aussi. Puis Ben, écoute, j'avais la ce mode en discours, vient. j'avais ce discours-là pas plus tard qu'aujourd'hui avec des élèves au niveau de la musique, justement. Puis tu sais, ce qu'on Mhm. vient de dire là, on remixe, on repique, on fait des affaires Oui. comme ça, c'est exactement le discours qu'on avait ensemble, une étudiante, ben, en fait, Mhm. deux, trois étudiants autour de mon bureau, puis moi aujourd'hui, cet après-midi, je disais, tu sais, je disais, faut effectivement amener des épices, là, tu sais, il y en a pas 1 million de sortes. Les pierres, ben, on Mhm. trouve des nouveaux trucs, on trouve des nouveaux procédés, mais ça reste que on travaille dans le métal, on travaille la cire perdue, il faut fixer des pierres. Oui, il y a de la bijouterie contemporaine qui va aller vers des matériaux recyclés, des trucs, de la résine, du verre. Tu sais, il y a des choses qui s'inventent, mais est-ce que c'est ce que tous les gens veulent? Non. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à voir des points de vente de ça. Tu sais, moi, je sais que sur la troisième Mhm. avenue, à Limoilou, il y a une petite boutique, la Galerie Lewis, qui est une galerie qui fait la part belle aux joailliers contemporains. À Montréal, il y a, je pense que c'est Noël Guillaume qui fait la même chose, peut-être un petit peu plus connu parce que bon, la ville est un petit peu plus grosse, puis il est probablement pas toute seule, mais c'est deux noms qui me passent en tête où on fait vraiment la promotion du bijou contemporain. Fait que là, est-ce qu'on va voir nécessairement de l'or et de l'argent? Pas exclusivement. Il se pourrait qu'on voit du Mhm. métal avec de la peinture, avec de la galvanoplastie, avec tu sais, il y a toutes sortes de techniques que les gens ont pris, ont détourné pour ramener vers la bijouterie. Puis il y a vraiment des trucs Mhm. intéressants dans ça. Ben, tu sais, au niveau de la bijouterie, ça a longtemps été le classique, un carcan, hein, un style, un prestige, mais maintenant, c'est un moyen d'expression. Si les gens sont capables de s'exprimer par la couleur de leurs vêtements, sont capables de s'exprimer par la couleur de leurs bijoux, puis porter fièrement, puis souvent, corrige-moi si je me trompe, mais je me rends compte que les gens vont adopter un créateur ou une créatrice, donc une personnalité, l'être humain derrière le produit, avant même. Tu sais, pourquoi t'aimes tel bijou de cette personne-là? Ils vont dire, ben moi, c'est parce que sa personnalité, j'adore ce qu'elle fait. Puis quand elle t'explique son processus créatif, ils vont adopter le créateur ou la créatrice avant même d'adopter le produit. Et à partir du moment où le déclic, comme on dit, le coup de foudre se fait, le produit est adopté. Je discutais avec ma dernière invitée, Caroline Arbour, mon avant-dernière invitée, pardon, Caroline Arbault, puis elle, c'était ça, elle dit les gens, à force de discuter, un coup de foudre, et à un moment donné, oh, un produit, deux produits, trois produits, et à un moment donné, ben, ils ont une collection de produits. Tu sais, fait que, je sais pas, toi, ton avis à propos de tout ça, mais. Ben écoute, je te corrigerai pas parce que je suis entièrement d'accord avec toi. Premièrement, Caroline est un exemple magnifique de ça. Tu sais, j'ai mémoire, dans l'entrevue que tu as faite avec elle que j'ai écoutée, tu as parlé de son fameux scarabée, le gros.
géant que tu avais vu qui avait été émaillé pendant son stage chez Monsieur Bizier. Ouais. J'ai suivi la fabrication un peu de ce truc-là parce OK. que j'allais faire des allers-retours à l'école une fois de temps en temps pour faire des petits trucs que je n'étais pas capable de faire chez nous. J'appelais à l'école, j'allais faire un tour. Mhm. J'ai connu Caroline, j'ai connu d'autres élèves que j'ai revus dans le métier plus tard. Mais Caroline, c'est un super bel exemple de ça. Puis moi, je me souviens aux endroits où j'ai travaillé, que ce soit chez les joailliers qui fabriquaient, je parlais pas de l'atelier de réparation, mais que ce soit chez Monsieur Lepage, que ce soit Monsieur Morancy qui s'est installé aussi sur la rue Maguire quelques années plus tard, que ce soit quand j'étais à la bijouterie Savard, il y a vraiment, on avait une clientèle qui venait pour les bijoux de Madame Savard, pour le design de Monsieur Lepage, pour la qualité Mhm. l'ingéniosité, la créativité de Monsieur Morancy. Fait que puis c'est un échange humain. Quand tu reçois des Mhm. clients, tu l'as dit un petit peu tantôt, tu sais, quand on parlait des bijoux de nos grands-parents ou de nos parents, il y a de l'histoire dans ça. Les gens nous confient une partie de leur vie, puis on a pour mission de créer quelque chose pour eux autres. Moi, je me souviens déjà d'avoir entendu Monsieur Lepage avec une cliente insatisfaite de quelque chose qu'il avait fait. Il dit, Mhm. inquiétez-vous pas, là, je vais mettre ça dans le creuset, on va refondre ça, puis je vais vous faire quelque chose, puis vous allez aimer ça. Et ça m'avait estomaqué, parce que je me disais, ce que ça veut dire, c'est que mon patron connaît suffisamment bien sa cliente pour dire, cette fois-ci, je me suis trompé, mais attendez, je vais refaire quelque chose avec ça, puis ça va vous plaire. Je suis pas mal convaincu. Là, je pense que j'ai mieux mesuré ce que vous vouliez. C'est ça que ça voulait Mhm. dire. Puis la madame, elle n'a pas changé, c'est-à-dire qu'elle est revenue voir Monsieur Lepage, elle est revenue acheter chez Monsieur Lepage. Il y avait une signature dans ce qu'il faisait. Il y avait, tu sais, je me souviens, Monsieur Lepage, on faisait quelques pièces uniques de temps à autre avec il achetait des belles pierres à un tailleur québécois, Monsieur Gagnon, si ma mémoire est bonne. Puis il les montait, puis quand le bijou était terminé, il appelait quelqu'un, puis il disait, bon, ben viens prendre une photo, là, on veut mettre ça dans le soleil samedi prochain ou dimanche prochain. Fait que dans le journal Le Soleil, à un moment donné, il y avait un beau petit encart avec la photo du bijou disponible chez Lepage Joaillier, rue Maguire. Et ça prenait une journée, 2 jours, il y a quelqu'un qui venait voir la broche, le pendentif, la bague, puis c'était presque automatiquement vendu. Madame Savard faisait une collection à l'automne. On montait peut-être une quinzaine de pièces environ, peut-être 20 maximum. Puis c'était tous des trucs qu'elle avait dessinés elle-même, des pierres un peu particulières qu'elle achetait, puis elle dessinait. Puis nous, on réalisait dans l'atelier, puis l'événement était, bon, on s'entend, à l'automne, donc à peu près mi-octobre, entre la mi et la fin Bon timing octobre. pour les fêtes. Bon timing pour les fêtes. Donc, on invitait la clientèle connue et reconnue chez Savard à un petit cocktail. Mhm. Et c'était comme un petit vernissage. Donc, les bijoux étaient présentés dans une des vitrines. Ça permettait aussi aux clients de voir les autres bijoux qui avaient été réalisés, les autres fabrications. Mais ce soir-là, je te dirais, je pense qu'il y avait le tiers ou la moitié de la collection qui était déjà vendue. Dans le sens que les clients disaient, hey, moi, celle-là, là, puis là, il fallait que ça, tu sais, il fallait que ça fasse. Il y a des choses qu'on faisait qui étaient pas nécessairement faciles à mettre en grandeur à cause des pierres qui étaient dessus ou du modèle, tout simplement. Fait que les clients disaient, hey, moi, ça, là, peux-tu l'essayer? Puis là, ben, ma patronne, elle disait, oui, je vous la vends, mais vous me la laissez pendant 2 semaines encore exposée. Je vous la livre pas avant 2 semaines parce que je veux qu'elle soit exposée dans ma vitrine Mhm. pendant un autre 2 semaines. Et les gens venaient chercher. Je me souviens même d'une cliente. À chaque année, dans le temps des fêtes, on faisait une petite broche de Noël. J'ai été chez Savard du passage de 1999 à l'an 2000. Alors, on a réalisé cette année-là la broche du millénaire. Oh Écoute, mon Dieu. la broche du millénaire, tu sais. Ça a été un aria à réaliser. C'était simple, mais il fallait pouvoir en sortir plusieurs. Donc, on allait par reproduction. Uh-huh. C'était XX1. C'était ça, la broche. Ça, c'est pas compliqué, là. C'était 21 en chiffre romain. OK? Mais il Mhm. fallait pas que ça soit trop lourd. On avait un prix. On en a vendu plus d'une centaine dans le temps des fêtes. C'était hallucinant de les voir sortir. On disait, mais crime, qu'est-ce qu'on a, tu sais, qu'est-ce que vous avez fait, Madame Savard? Ben, j'ai eu du flair. Tu sais. J'ai créé un monstre. Puis il y a des clientes qui disaient, ben moi, j'ai la broche de Noël depuis, ça fait 10 ans que j'achète la broche de Noël, puis celle-là, pour le millénaire, je pouvais pas la manquer.
Donc, oui, ça crée une fidélisation, comme on dit, de la Mhm. clientèle. Les gens s'attachent, je pense, à leur joaillier, comme ils vont aller chez le même coiffeur pendant des années, coiffeur ou coiffeuse, là. Mais Mhm. il y a un lien qui s'installe avec un joaillier. Je pense que c'est pas pareil comme aller dans une boutique qui vend des bijoux. Oui, on a un lien de confiance, on va y retourner, mais un joaillier qui crée une pièce unique pour soi, ça amène un petit quelque chose de plus, je crois. Ben oui, puis en même temps, c'est que moi, je te dirais, tu sais, je le vois beaucoup en boutique, si les gens ont réussi à leur expliquer, que ce soit pour une réparation ou une création, on arrive à mettre des mots souvent sur l'idée qu'ils ont en tête. Des fois, on est obligé de calmer l'idée qu'ils ont en tête parce que c'est comme infaisable. Mais c'est que sont, sont mis en confiance parce qu'ils savent qu'on maîtrise Oui. notre métier. Tu sais, quand tu dis à un client, si on procède de telle façon pour faire votre bague, si elle a une forme X, Y, vous pouvez avoir une problématique qui va venir avec aussi ça. Donc, êtes-vous prêt à, ou bien on regarde pour une autre façon. Fait que le fait qu'on connaisse les problématiques, qu'on connaisse les méthodes, les façons de faire, les techniques, fait en sorte que la personne qui arrive en avant de toi dit, hey, je sais que je confie mon bijou, la fabrication, quelque chose d'important à quelqu'un qui sait de quoi il parle. Un lien de Ça fait toute la confiance. différence. Exactement. Tu vas aller dans n'importe quel commerce de n'importe quel type de produit ou service. Si la personne qui est devant toi ne te met pas en confiance par ses compétences, écoute, Ça tu passe te pas. tournes et tu repars et tu n'y retournes pas. Donc, Mm. le lien de confiance, tu sais, t'auras beau avoir le meilleur service à la clientèle enregistré au téléphone, mais Dieu sait qu'on est heureux de parler à quelqu'un quand on a des questions. Donc, d'avoir justement ces réponses-là, les gens me disent souvent, j'aime ça être fixé. J'aime ça avoir l'heure juste. Ouais. Savoir que oui, je te laisse ça entre les mains, je suis en confiance, j'ai pas à m'inquiéter. Fais ce que tu as à faire, tu connais ta job, ma fille. Ça, là, je l'entends, là, mais ça me fait rire. Mais je me dis, ben oui, c'est vrai, je la connais, ma job, tu sais. C'est ça. Fait que je nous ramène au niveau de l'enseignement. Parce que hein, nous autres, Oui, on oui, part oui. en plein Tu le savais de toute développe. façon, hein? Exactement. Qu'est-ce que tu aimes le plus enseigner? Parce que, tu sais, au fil des années, là, depuis tes débuts en enseignement jusqu'à aujourd'hui, tu as eu à enseigner des techniques, toutes sortes d'affaires. Mais qu'est-ce Ouais. qui te fait triper encore le plus à ce jour? Écoute, le plus, c'est difficile à dire. Après 20 ans, là, Mhm. c'est un petit peu plus difficile à dire. J'ai toujours eu des coups de cœur pour les pierres. Donc, c'est sûr que, puis j'en ai fait, là, j'en ai fait à la bijouterie Savard. J'ai commencé vraiment à développer plus mes compétences en sertissage. Puis j'en ai fait un petit peu en sous-traitance aussi pendant quelques années pour euh, une boutique en particulier, mais des fois quelques autres autour. Des fois des anciens élèves qui contactaient puis qui disaient Hey, j'aurais un beau contrat, mais je suis pas sûr de. Tu sais, il y a une belle pierre à sertir, puis je me sens pas à l'aise, puis fait que c'est arrivé des fois, je dis ben leur refuse pas le contrat, puis appelle-moi quand tu l'as, puis montre-moi ça, on regardera, je te coacherai ou je te le ferai, ou tu sais. Mhm. Fait que c'est sûr que ça m'a drivé pendant longtemps. J'aime encore les pierres, j'en ai encore, j'aide encore à en poser, je trouve ça toujours agréable, ça me fascine toujours, mais je suis aussi beaucoup un travailleur dans le métal. J'ai toujours aimé la mise en forme de métal, je me suis un peu intéressé à l'orfèvrerie, fait que tu sais comment, quand on dit que le métal c'est de la pâte à modeler, j'ai fait quelques essais en orfèvrerie, des petits vases puis des petits trucs comme ça en feuilles de cuivre pour comprendre un peu plus comment que ça se déplaçait le métal. Fait que puis ça m'a amené à des découvertes un petit peu. Euh, puis T'as avec toujours été l'école, hyper curieux, toi, là. oui, 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 c'est ça. C'est Oui. nouveau. Oui. Oui, oui. Il y a des affaires qui m'attirent moins. Tu sais, je veux dire, ça m'attire, mais j'ai pas autant d'acquaintances, sauf que quand je commence puis que je pogne le goût, tu sais, le dessin assisté par ordinateur, j'ai pas eu une immense piqûre. Mais Mhm. je m'y frotte pareil parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui m'intéresse quand même, tu sais. Mais je suis
plus grand, je suis plus avec le métal. Moi, taper sur du métal pour le mettre en forme, ça me fait triper. Fait que quand à un moment donné, je voyais dans sur Internet, j'étais capable de trouver des livres, les publications Bryn Morgan Press, j'ai de la misère à le dire, avec soit Tim McRae, soit euh, Charles Newton Brain, qui ont publié des ouvrages sur récemment le fold forming, le formage anticlastique, des affaires un peu weird qui t'amènent plus vers la sculpture métallique un petit peu, mais qui amènent vraiment à travailler la matière en feuille d'une façon qui est complètement différente de ce qu'on connaissait, qui est pas du tout le travail de la cire perdue. On est vraiment avec le marteau sur une enclume, Mhm. des formes, de la mise en forme de métal en feuille, des choses comme ça. Des techniques anciennes. Je me suis frotté un petit peu avec les techniques de Kumbo, l'application d'or pur sur l'argent, que j'ai beaucoup aimé. J'ai fait quelques pièces qui en comportaient, puis comme j'en porte une, à un moment donné, les élèves, j'ai un bracelet sur lequel il y a une petite bande de Kumbo. Les élèves posent des questions. Est-ce que tu pourrais nous montrer comment? Puis à un moment donné, il a commencé. Au début, il y avait peu de publications, c'était du bouche à oreille, puis c'était les anciens profs qui me disaient ben oui ça existe, ben tu fais à peu près de même puis tu fais ça comme ça puis à un moment donné ça va coller puis fait que tu sais à force d'entendre des choses comme ça, quand j'ai découvert qu'il y avait de la documentation, moi j'aime lire, puis comme je dis je suis très curieux, fait que quand j'ai découvert qu'il y avait des publications, je dis ok je vais approfondir le sujet. Fait que à l'école on avait des budgets pour acheter des livres puis pour tu sais nous aller chercher plus de connaissances dans notre domaine. Fait que j'achetais des livres puis je les mangeais. En fait, ça a été ça un petit peu au début quand je suis arrivé Mhm. à l'école comme prof. Ma crainte, c'était de pas avoir assez d'expérience dans le domaine. Puis mes profs ont dit, ben regarde, il y a toute la bibliothèque ici en arrière que tu peux dévorer à ta guise. Je voyageais en autobus de soir, donc j'empruntais un livre, je le ramenais le lendemain, puis je repartais avec le soir, puis je le rappelais. Fait que, tu sais, je faisais des allers-retours avec des bouquins Ben oui, que je c'est dévorais. enrichissant. Exactement. Des Que, kilomètres enrichissants. tout à fait. Tu sais, comme tu dis, ma curiosité a toujours été là. Fait que j'ai approfondi un peu ces techniques-là. Je me déclare pas maître dans rien de ça, aucunement. Mais pour quelqu'un qui débute, je suis capable de dire, ben écoute, voici les choses que tu peux essayer, puis que tu peux faire, puis ce que je te conseille, puis rendu au-delà de ça, ben fais tes propres expériences. Mhm. Puis, fait que ça me permettait de les guider. Fait qu'il y a-tu une technique que j'aime particulièrement? Ben oui, le Kumbo, puis le formage, c'est vraiment des choses que je trouve Mhm. vraiment intéressantes. Le Kumbo, il y a quelqu'un de l'école de joaillerie qui a fait une magnifique publication là-dessus récemment. Il y a 75 pages de recherche qui a été faite là-dessus, puis qui est disponible sur le site de l'école de joaillerie. Oui, c'est un peu notre concurrent, mais qu'est-ce que tu veux, je peux pas. Je connais la personne, elle a reçu de nos élèves en stage, puis elle a été très, très, très généreuse, puis elle a fait une recherche exhaustive là-dessus. Fait que je trouve ça le fun de souligner qu'ici aussi au Québec, on fait de la recherche dans nos domaines artistiques. Ben oui, puis tu sais, je t'écoute parler et écoute, j'ai à peine besoin de fermer les yeux et je me revois avec d'autres étudiants de ma cohorte, assis en randonnion autour de ton bureau, à te poser mille questions et à te regarder nous expliquer une technique. Écoute, toi, les mains comme ça, le nez rivé dessus, à nous expliquer avec tes burins et tout. J'ai moment nostalgie. Mais Oui. t'arrivais à partager ta passion, ta curiosité, tu nous rendais curieux de découvrir comment ça se faisait, puis tu sais, ton ouverture sur ce qui se faisait dans le métier. En tout cas, à l'époque, c'était ça, puis je suis convaincue, je t'écoute parler, puis je me dis, c'est encore ça qui l'allume beaucoup, beaucoup. Mais tu as une facilité à piquer notre curiosité sur qu'est-ce qui se fait, comment ça se fait, puis tu l'essayes, tu te mets main dedans pour le faire, pour voir, parce que ça te fascine aussi encore aujourd'hui, tu sais, fait que c'est le fun. Fait que, Mais oh non, puis tu dois encore avoir des belles jeunesses installées en randonnion autour de ton bureau. j'ai besoin de comprendre. Puis pour comprendre Mhm. à mon goût, j'ai besoin de l'essayer. Fait que OK.
c'est ce qui fait quand tu mets les mains dedans que tu viens qu'à comprendre différentes affaires. Puis oui, j'aime ça partager. J'ai toujours Mhm. aimé ça partager. Tant mieux, je le reçois. Là, écoute, je mets ça sur la petite poche du cœur, comme on dit. Là, c'est un beau compliment que tu m'envoies. Euh, oui, je suis quelqu'un de passionné de mon métier, mais je pourrais, tu sais, je veux dire, en fait, on m'a dit ça quelques fois dans ma vie. Quand tu parles de quelque chose, on sent que ça t'anime. Puis la bijouterie, ben, ça fait plus de 30 ans que ça m'anime. Fait que c'est Mhm. sûr que j'en parle encore avec passion beaucoup. Puis en fait, j'ose espérer que c'est un petit peu pour ça que je suis devenu enseignant puis que j'y suis encore. Tu sais, j'ai vu quand même plusieurs autres personnes s'essayer à l'enseignement en bijouterie, puis des gens qu'on avait diplômés, qui avaient étudié soit avec nous, avec moi, ou qui m'avaient eu comme prof, puis qui sont venus faire du remplacement un petit peu, puis qu'à un moment donné, on les a rappelés pour dire, hey, on aurait peut-être de l'ouverture, puis on fait comme, non, merci, pas pour moi. Ouais. Euh, Non, c'est pas donné à tout le monde, tu sais. enseigner, ben, il y a la partie de transmettre ce qu'on connaît, ce qu'on sait, mais il y a toute la partie gestion en arrière. Il faut comprendre que le temps qu'on est en atelier avec les élèves, c'est à peu près la moitié de notre tâche annuelle. Mhm. Euh, fait qu'il n'y a pas juste ça. Puis ça vient avec un paquet de gestion en arrière. Puis aussi, ben, c'est des rencontres humaines là aussi. Euh, je vais souvent dire, on peut pas faire cette formation-là, donc embrasser ce métier-là sans être transformé Mhm. parce que ça nous amène un regard très différent sur les choses et sur nous. Ça demande Ben oui. beaucoup d'abnégation, ça demande de développer une patience, un sens de l'observation qui est un peu hors norme au niveau de l'équilibre, de la forme, de si tu droit, si tu pas droit. Un dixième de millimètre, c'est pas gros, mais à un moment donné, tu dis, ben là, c'est parce qu'il faut que tu ailles plus fin que ça encore. Si t'es en certissage délicat, faut que tu ailles, tu sais, c'est quasiment rendu au centième de millimètre. Puis là, il y a des détails, puis il y a un paquet de techniques, puis tout le monde a sa façon de faire, puis tu sais, pourquoi toi tu le fais comme ça? Ben moi, ben c'est à cause de ça. Puis tu sais, comme tu dis, l'explication fine des petits détails fins, là, j'aime ça. Mais ça prend c'est pas tout le monde qui est nécessairement fait pour accomplir les mêmes choses dans ce métier-là. Mhm. On va dire ça. Ben oui. Mais tu sais, je reviens à ce que je te disais. Tu sais, on voit beaucoup dans le milieu de l'enseignement, et là, tout âge confondu, primaire, secondaire, collégial, universitaire. On se souvient beaucoup, si on revient dans nos parcours respectifs, on se souvient des profs blasés par leur métier. Et on est marqué par les profs passionnés. Et là, je te parle du milieu de l'enseignement, mais dans n'importe quel domaine. Je vois ma mère qui a été passionnée par son métier en hygiène dentaire. Elle a fait ça pendant 42 ans. Et on lui avait dit, le jour, comme on dit, où tu devras accrocher ton cerveau sera le jour où tu commenceras à avoir des frustrations par rapport à ton métier. Le jour où c'est arrivé, elle a dit, c'est beau, je prends ma retraite. Mais elle a été passionnée et elle se promène, on- elle se promène à l'extérieur de notre région, que ce soit Québec, Montréal, c'est immanquable. Elle va croiser quelqu'un qui dit, vous êtes Maryse des dents, vous nous montriez comment nous brosser les dents à l'école. Elle était passionnée par son métier et elle a marqué les gens. Fait que, tu sais, d'avoir cette passion-là qui t'anime et que tu aies cette affinité-là, cette patience-là pour partager tes connaissances à cette belle jeunesse qui va exercer le beau métier qu'on fait, ben c'est génial parce que tu peux avoir, comme je te dis, le prof blasé, puis il y a son voyage, là, puis il dit, mon Dieu, mais libère-toi, retraite, fais quelque chose, tu sais. Mais toi, t'es passionné, puis ça t'allume encore, même tu dis, tu sais, 30 ans, ben écoute, c'est là. Ça t'allume encore, tu m'en parles, tes yeux brillent. Puis écoute, c'est pas, je suis pas le seul qui est passionné. Moi, je regarde mon équipe, puis tout le monde a le feu encore, tu sais. Dis-moi, Yann, au fil des années, tu as vu le métier évoluer. Tu as vu les cohortes d'étudiants changer, des variations. Le métier de la bijouterie-joaillerie, traditionnellement, était davantage occupé par des hommes. De plus en plus de femmes au jour d'aujourd'hui, en tout cas à mon humble avis.
font ce métier-là. On a encore certains préjugés dans le métier, on s'entend. Combien de fois j'ai entendu dire je viens voir le bijoutier? Ben, je vous annonce une petite nouvelle, c'est la bijoutière qui s'occupe de vous. Tu sais? Donc, avec le portrait que tu as au fil des dernières années, de la réalité d'aujourd'hui, comment tu vois l'évolution du métier? Parité homme-femme, comment ça se passe dans tes cohortes, ta belle Euh, relève, là? ouais, parité homme-femme, je te dirais que en règle générale, on a plus de filles dans un groupe. OK. Je me souviens d'une année où j'avais 12 filles dans ma classe. Mhm. J'avais 12, j'ai terminé l'année avec 12 étudiantes. Point. OK. J'avais pas de gars. Point. OK. Puis, tu sais, je me souviens d'un groupe où je pense que c'était à peu près... ben, moi, quand j'ai étudié, on était 20 élèves, et il y avait 5 garçons, 15 filles. OK. Puis, on était dans une école foncièrement masculine. On Mhm. avait, tu sais, soudage, électromécanique, réfrigération. Il y avait 2 filles sur 200 élèves en soudage. Les filles en bijouterie se faisaient siffler dans la cafétéria. Puis il y avait des graffitis qui décrivaient les gars en bijouterie comme étant des Mhm. homosexuels. Donc, OK. tu sais, eux, ils se doutaient pas que c'était un métier de gars, pour répondre à ta question un petit peu, là. Mais aujourd'hui, il y a encore pas mal de filles, beaucoup de filles qui s'inscrivent. Il y a des gars qui s'y Mhm. intéressent de plus en plus. On a un petit peu lâché là, le principe bien macho là, que c'est un métier délicat. Quand on Mhm. voit comment est-ce qu'on s'allie, puis comment est-ce que ça peut être, ça demande quand même ok, on n'est pas dans la construction là, mais laminer une journée, tirer du fil, il y a des jobs martelés, il y a des jobs qui demandent quand même un peu de physique. Et même quand on Ouais, sertit ouais, des ouais. pierres délicates, il faut être capable de forcer puis de s'arrêter sur un cheveu. Donc, Mhm. je vois pas mal de filles, puis je vois pas mal de filles qui se démarrent à leur compte. Et ça, c'est ce que je trouve OK. magnifique, de voir des femmes se lancer en affaires en bijouterie. Ça, je trouve ça le fun. T'en es un bel exemple. Caroline, dont on parlait tout à l'heure, est un autre très, très bel Mhm. exemple. Ça, je trouve ça le fun de voir des femmes qui se réalisent dans ce métier-là. Moi, quand j'ai travaillé pour Madame Savard dessinait beaucoup. Elle avait des OK. compétences avec les pierres, avec la gémologie, mais elle ne travaillait que très, très peu en atelier. Je veux dire, je l'ai vu quelques fois entamer des blocs de cire pour le plaisir, mais j'ai jamais vu quelque chose aboutir de ça. OK. J'ai été 3 ans sur toute sa carrière. Peut-être qu'elle en a déjà fait davantage, Mhm. mais moi, effectivement, j'ai travaillé surtout pour des hommes. Donc, de voir aujourd'hui qu'il y a des femmes qui se lancent dans le métier davantage, puis qui réussissent dans le métier, puis qui, qui ouvrent des portes à d'autres femmes. On en a parlé un petit peu. Il y a quelqu'un qui t'a contacté de chez nous puis qui aimerait ça aller faire son stage dans ton atelier. Je trouve ça magnifique. Oui. Puis justement, cette fille-là, c'est un petit peu comme on a fait tantôt, je fais un petit peu de mélange là-dessus, un coup de cœur. Dans le sens OK. elle voulait voyager en Europe, elle avait trouvé une joaillière qu'elle trouvait fantastique, mais c'était comment elle se décrit sur son site, c'est quoi le type de bijoux qu'elle fait, comment elle voit la symbolique de ses bijoux, puis finalement, ça a pas fonctionné, les dates, parce qu'il y avait des choses qui concordaient pas, puis elle était un petit peu penaude, puis là, ben, tu m'avais contacté à ce moment-là, un petit peu Mhm. avant pour parler du podcast, puis tout de suite, j'ai dit, oh, il me semble, je dis, ben, j'y propose au moins d'aller voir ton site, puis d'aller voir ce que tu fais, puis c'est ce qui est arrivé. Elle a dit, ah, wow, oui, j'aimerais ça aller faire mon stage chez elle. Fait que je trouve ça le fun que, euh, que des personnes comme toi puis des femmes se soient lancées en affaires et continuent de faire tourner la roue, d'accueillir d'autres femmes. Remarque, tu sais, si ça aurait été un Mhm. gars qui aurait été intéressé à aller faire son stage chez toi, je suis sûr que tu l'aurais pris quand même. Mais je Oui. trouve ça le fun qu'une qu'une femme trouve un modèle féminin dans le domaine, puis qu'elle puisse aller faire son stage chez toi, je trouve ça merveilleux. C'est vraiment... puis je dis longue vie parce que, tu sais, quand on regarde les domaines de la mode, on a eu beaucoup d'hommes qui ont été... la haute couture, c'était beaucoup des hommes. La haute joaillerie, on a beaucoup des hommes.
Mhm. Il y a des femmes qui se démarquent dans les hauts métiers artistiques, puis de plus en plus, puis je trouve que ça amène un vent de fraîcheur. C'est différent comme façon de penser, comme façon de voir les choses, et ça en prend. Oui, tout à fait. Puis je te dirais que, tu sais, moi, j'ai toujours eu à cœur d'avoir une équipe composée de femmes. On s'entend, comme tu le disais tout à l'heure, j'aurais un homme qui viendrait à la bijouterie avec les compétences que je recherche. Je suis pas fermée à l'idée, là. Mais reste que j'ai une fierté parce que le commerce que j'opère a été opéré depuis 1906 par des messieurs. Et je le dis comme ça parce que ça allait avec la génération, c'était des messieurs qui faisaient ce métier-là et le standing, le boys club de monsieur, on était là-dedans puis à fond. Moi, quand je suis arrivée, j'ai brisé le moule. J'ai éclaté le moule. Puis je pense que j'allais trop vite pour l'ancien propriétaire de qui j'ai acheté. Mais moi, je savais ce que je voulais. Je savais où je m'enlignais. Puis Dieu sait, là, j'ai terminé mon cours. J'ai eu l'occasion, pendant mon cours, de travailler en bijouterie. Mais j'ai quitté la région de Québec. Je suis revenue m'installer chez moi à Matane. On a eu une opportunité, la famille et tout. Bon, bref. J'avais très peu d'expérience en atelier quand j'ai acheté la bijouterie. Est-ce de la naïveté, de la folie? Les deux. Brasse le sac, tu vas voir ce qui sort. Mais je pense qu'on a cette débrouillardise, le système D qui est à puissance 1000, là, tu sais. Puis je trouve tellement que c'est important de mettre on a un petit quelque chose, un petit mordant. En tout cas, ça fait du bien. Oui, Il y a un côté humain, il y a un côté humain, puis les hommes longs, là, c'est vraiment pas la question, mais je trouve que le milieu de la bijouterie a tellement eu un standing, j'allais dire, très, très fermé à la haute classe seulement. Quand on sait que le bijou est porté par monsieur, madame, tout le monde, qui a droit à la même importance, tu sais, puis étrangement, vas-y. j'allais dire étrangement, le bijou est beaucoup porté par madame tout le monde. De plus en plus, Oui. ça s'est démocratisé pour les hommes, le bijou, mais Mhm. tu sais, ce qui est Ouais, étrange, c'est qu'on avait beaucoup de joailliers hommes qui faisaient du bijou pour des femmes. exactement. Puis il y avait un goût très sûr pour les dames, un goût très sûr. Mais tu sais, moi, je me souviens quand j'étais étudiante et que j'allais par curiosité visiter des bijouteries. Je n'étais qu'une simple étudiante et le regard qu'on me décochait quand j'entrais dans une bijouterie en estimant mon budget annuel, ça ressemblait à ça, la frustration que j'avais. Et je me suis dit, jamais j'accueillerai quelqu'un comme ça dans mon commerce. Fait que, tu sais, quand je dis, moi, le côté humain, tu sais, la mission de mon entreprise, c'est d'être complice des moments de bonheur des gens. T'en parlais tout à l'heure, tu sais, cette histoire, les histoires qu'on va chercher, les moments de vie qu'on partage avec les gens, c'est pas juste au monsieur veston cravate. Tu sais, pour Non, moi, là, surtout le pas. client qui arrive, qui est graissé d'huile jusqu'au cou, tu dis là, j'ai 5 minutes pour acheter un cadeau de ma femme. C'est notre 40e anniversaire de mariage. C'est beau, on s'occupe de toi. Tu sais, donc c'est ça, partager le métier puis le faire découvrir à la relève, pour moi, ben, c'est ça, c'est important. Puis d'avoir la chance, autant par ce que je fais, par ma boutique, mais par mon podcast, de le faire découvrir, je trouve ça encore plus chouette. Mais tu sais, c'est fou de voir comment ce métier-là, traditionnellement masculin, euh, est, comment je te dirais, c'est encore beaucoup des femmes qui pensent que ça va être le bijoutier qui va faire le travail. J'allais dire, C'est, le sexisme dans le métier, là, c'est beaucoup ouais, les ouais. drôles de commentaires des fois qu'on a qui viennent des femmes. Ah, c'est drôle. C'est drôle parce que, tu Oui. sais, moi, tu vois,
Ben, tu sais, j'ai pas fait beaucoup de comptoirs dans les entreprises où est-ce que j'ai travaillé. J'étais beaucoup plus dans l'atelier en Mhm. arrière, comme gars, justement. Mais quand Mhm. j'étais chez Savard, ben, ma patronne était une femme et ma chef d'atelier était une femme. Mhm. Euh, Catherine, la fille de Monsieur Lepage, était très, très débrouillarde artistiquement, articulée. Puis moi, je la voyais répondre aux clientes qui rentraient dans la boutique. Puis elle avait, euh, bon, évidemment, c'était la fille de Monsieur Lepage. Des fois, il y en a qui disaient, Monsieur Lepage est pas là, ah ben je repasserai. Puis j'ai vécu ça chez Savard aussi. Ah, Madame Savard est pas là, ben je repasserai. Les gens voulaient parler à la propriétaire ou au propriétaire. Puis chez Madame Savard, des fois, les clients pensaient que c'était Madame Savard qui faisait les bijoux. Euh, Puis ben c'est des vendeuses qu'on avait des fois qui disaient ben Madame Savard dessine vos bijoux, mais on a une équipe de joailliers joaillières derrière qui les réalise. Joaillier, joaillière, parce qu'on était deux, un gars, une fille. Ben Puis bon, oui. pour le temps des fêtes, on engageait une troisième personne pour nous donner un coup de pouce. Puis c'était une année un gars, une année une fille, une année un gars, une année une fille. Fait que tu sais, c'était vraiment mix dans le fond comme atelier. Euh, puis tu sais, on a nommé tantôt quand même des filles, Karine, Caroline. Moi, je pense à des femmes comme Francine Rouleau. Pas Francine Rouleau, qu'est-ce que je dis là? Francine Leclerc, pardon, qui était sur la rue Maguire, elle aussi, qui est une joaillère depuis qui existe encore, sa boutique existe encore. Elle a déménagé, mais elle fait encore de la bijouterie. C'était une femme qui était propriétaire de sa bijouterie, joaillière dans sa bijouterie, puis qui fait de la création sur mesure aussi, qui fait des choses magnifiques. On fait le tour des salons, on voit de plus en plus de femmes qui se lancent, puis qui en font, puis qui sont à leur kiosque, puis qui s'en occupent. Euh, mais c'est drôle parce que il y a un côté où les gens pensent que c'est un métier féminin, puis il y a un côté où les gens pensent que c'est un métier qui est surtout des hommes. Effectivement, dans la tradition, c'est surtout des hommes, Mhm. mais quand tu dis t'es joaillier, il y en a des fois qui associent ça à un homme qui va être efféminé un peu. Moi, les gars que j'ai connus qui étaient joailliers, c'était loin d'être des hommes efféminés. C'est vraiment, c'est drôle comment il y a des contradictions dans tout ça. C'est Mhm. particulier. Ah oui, puis c'est vraiment une question de Perception. perception complètement. Puis, mais tu sais, à partir du moment, puis je l'ai vu souvent, à partir du moment où tu montes tes compétences, c'est que tu connais ton affaire, oh, le regard change, oh, hey, tu connais ton métier, la petite? Oui, je connais mon métier. Puis ce que tu viens de dire Fait que ça nous là, amène des moments cocasses. ah oui, tu sais, une cliente qui se pointe à un comptoir avec une commis qui est là un peu plus, tu sais, avec un certain standing, un certain âge, donc une certaine crédibilité. Euh, Puis la cliente pose une question, puis elle dit, attendez, je vais aller vous chercher quelqu'un qui va vous répondre vraiment, quelqu'un qui a la formation pour vous répondre, et qui va chercher la jeune fille qui a 25 ans dans l'atelier, qui arrive en avant au comptoir avec des piercings puis les cheveux rouges. Ça, écoute, j'ai entendu, moi j'ai pas assisté à ça, mais j'ai entendu des petits trucs dans ces Oh! histoires-là où le client fait une drôle de face, puis avec le discours qui vient, avec la personne qui vient répondre, fait comme ah ok, je suis vraiment de bonne main là, tu sais. Et là, le lien de Mhm. confiance se tisse, mais sur le coup, les gens, des fois, ils figent un petit peu. Je me souviens d'une étudiante, entre autres, qui travaillait dans un comptoir, je me souviens pas du nom de la compagnie, mais un comptoir dans un centre d'achat, puis qui avait surpris bien des clients en étant la personne dans toute l'équipe qui avait les connaissances pour répondre vraiment spécifiquement, c'est quoi la différence entre les carats d'or, c'est quoi, comment on Mhm. calcule la grosseur, les dimensions d'un diamant, etc., etc. C'était elle qu'on allait chercher, là, tu sais, pour répondre aux questions techniques. Les gens faisaient, ah ouais, ok. Puis, mais les gens sont, comme tu disais tantôt, tu sais, quand on leur explique, quand on prend le temps, là, les Mhm. gens acceptent, peu importe le look, le sexe, Oui. du moment qu'on les traite avec respect puis qu'on leur montre qu'ils sont importants pour nous autres, là, on les gagne Mhm. davantage. Exactement. Puis tu sais, c'est là que ton expérience vient peser dans la balance. Ton look devient Secondaire. vraiment optionnel. Exactement. J'ai souvent, écoute, ça fait 11 ans que je suis propriétaire de la bijouterie. J'ai longtemps été la plus jeune dans l'équipe.
Donc, quand j'avais mes employés, mes dames qui étaient en avant, s'occuper des clients, puis je disais, on va aller chercher Marie-Pierre, elle va pouvoir vous répondre. Et là, moi, j'arrivais en claquant du talon. Et là, je voyais mes grands monsieur qui disaient, j'ai dit, oui, c'est moi la propriétaire. Hein? T'es donc bien jeune. Non, non, c'est que je me conserve à cause de la poussière dans l'atelier. C'est ce qui me garde jeune. Mais tu sais, fait que c'était drôle de voir le visage des gens changer complètement. J'arrivais les doigts tout noirs parce que j'étais dans le polissage, puis souvent j'en ai dans la face aussi. Ça, c'est une autre affaire. Mais écoute, tu sais, c'est de voir les gens, c'est comme, ah, c'est toi qui fais, c'est fait ici. Ben oui, c'est fait ici. Je fais 100% du travail, tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment drôle de voir comment les gens réagissent à tout ça. Par curiosité, dis-moi, tu me parlais, tu sais, quand tu as commencé à enseigner, il y avait 4 groupes. Au jour d'aujourd'hui, le nombre de finissants qui sortent des programmes, ça semble Écoute, avoir changé beaucoup, là. ça l'a changé un petit peu. La popularité des cours Mhm. de soir a diminué. Euh, on a changé un peu de façon d'enseigner, dans le sens que on donnait beaucoup de... C'était du magistral, hein? Je veux dire, quand t'as étudié chez nous, je présentais le nouveau module, je parlais de l'exercice, on regardait des démonstrations un petit peu, mais tout le monde était rendu au même point en même temps. Oui, En ce moment, on a des élèves qui rentrent à 5 moments dans l'année. On est ouvert sur OK, 12 mois. OK. On appelle ça en entrée continue. Pas en entrée continue, mais en fait, on appelle ça, c'est de l'enseignement individualisé. On n'a pas un prof spécifiquement pour nous autres. Puis on peut pas faire ce qu'on veut. C'est pas un cours c'est pas un cours d'exploration libre. Mais Mhm. les 5 moments d'entrée par année, il y a des élèves dans certains modules qui vont un peu plus vite. Tu sais, comme je te dirais, à un moment donné, on a eu des élèves soit qui arrivaient du milieu de l'ébénisterie ou qui avaient, tu sais, il y en a qui ont déjà une conscience mécanique du travail avec les outils, du travail de minutie, etc. Fait qu'ils ont une petite longueur d'avance. Euh, Puis des fois, ça va plus vite dans les premiers modules. Est-ce qu'on les freine parce qu'ils vont plus vite, puis qu'ils réussissent à développer leurs compétences plus rapidement? Non, on ne les freine plus. Ils peuvent aller un peu plus Mhm. vite. Ils peuvent sortir de leur formation un peu plus rapidement peuvent pas aller trop lentement non plus parce qu'à un moment donné, il y a des impératifs qui s'appellent le marché du travail et la rentabilité qui font en sorte que, ben, OK, si Ben ça oui. te prend 5 heures à faire puis que l'autre à côté, ça y prend 2 heures, ben, si tu veux le vendre le même prix, tu feras pas beaucoup d'argent. Puis si tu veux le vendre 2 fois plus cher, ben, Mhm. les gens ne l'achèteront pas. Ils vont aller chercher chez celui qui le fait pour la moitié du prix. Fait que, tu sais, on est quand même dans un lien commercial avec nos clients. Fait que, veut pas, il faut Mhm. aussi un petit peu inculquer ça. Puis nous aussi, l'école, on est un petit peu dans quelque chose, pas de commercial, mais veut pas, l'éducation, c'est financé à même les taxes. Fait qu'on peut pas payer des enseignants avec 2 élèves. Ça serait bien le fun, les élèves Ben seraient non. très privilégiés, mais à un moment donné, on avait un seuil, on va dire, de rentabilité, entre guillemets. Donc, en bas d'un certain nombre d'élèves dans les groupes, il faut soit fermer Mhm. les groupes. Fait que le soir, on a fermé. Il nous reste 2 groupes le jour qui sont avec les fluctuations. Parce que quand on est arrivé à la pandémie, on avait beaucoup de monde. On avait 2 groupes pas Mhm. mal pleins. Ça a été le shutdown, ça a été un peu compliqué. Quand on est reparti, on a eu du monde qui sont venus s'inscrire. Puis là, on a eu une petite baisse récemment. Mais pour l'automne prochain, on regarde la quantité de gens qui sont inscrits, puis on fait comme ouh, on va avoir 2 gros groupes l'année prochaine. En fait, la prochaine rentrée, c'est le mois d'août. Quand on dit l'année prochaine, c'est l'année Mhm. scolaire prochaine. Oui, Donc, oui, oui. au mois d'août, on a une grosse entrée, mais on va avoir une entrée en octobre aussi, puis on va avoir une entrée en janvier, puis une entrée en mars, puis une entrée en mai. Fait que, Mais c'est fabuleux d'entendre ça, là. oui, c'est le Que fun. ça, tu sais, Ce que ça veut dire, c'est que le bonne marché année. le marché en a encore besoin. Euh, Oui. de plus en plus, Marie-Pierre, je te dirais, les gens qui sont engagés dans la bijouterie, un peu comme, je vais faire un parallèle avec la cuisine un petit peu. Pendant un bout de temps, les gens rentraient en cuisine, bon, tu commençais, tu faisais de la vaisselle, puis à un moment donné, on avait besoin d'un coup de pouce, tu venais te donner un coup de main, puis finalement, tu passais à être cuisinier ou saladier ou, tu sais, avant qu'il y ait des cours de cuisine qui se donnent à Québec. Ben, il y a beaucoup d'entreprises de bijouterie familiale qui ont évolué comme ça. Le fils ou la fille Mhm. reprenait le commerce familial, s'intégrait à l'équipe, apprenait sur le tas, comme on dit. Mais de moins en moins, c'est vrai. Moi, j'ai connu des gens qui nous appelaient de la Gaspésie pour dire Hey, mon fils veut pas reprendre mon commerce, j'ai un beau commerce à vendre avec 30 ans, 40 ans de clientèle, y a-tu quelqu'un qui le veut? Mhm.
Fait on a de la misère à trouver de la relève pour les commerces, Ben oui. je vais dire le mot vieillissant, mais pas vieillissant, dont les propriétaires, à un moment donné, veulent pas, vont dire, ben moi, j'aimerais ça prendre ma retraite, je suis rendu à 70 ans, ça fait 40 ans que je fais de la bijouterie, j'aimerais ça que quelqu'un prenne la Mhm. relève. Fait que ce qui est le fun, c'est qu'il y a de l'emploi pour cette relève-là. Oui. Comme je dis, surtout beaucoup en région, parce que justement, il y a des bijouteries qui ferment, puis on avait discuté un petit peu, tu as vécu ça autour de toi, je pense, des commerces C'était qui ont mon fermé. cas, moi. Oui, oui, oui. Tu sais, ma bijouterie, moi, si je l'avais pas racheté, ça aurait été un commerce qui aurait fermé à l'automne automne 2013. C'était les plans du propriétaire. Il avait 70 ans. OK. Il s'était dit, bon, ben, mois de décembre 2013, je ferme, j'en ai assez. Ça fait, tu sais, lui avait racheté de son père, qui lui avait racheté de son père. Trois générations. Wow. Et moi, je suis arrivée en pleine tempête de neige. Bonjour, je suis Marie-Pierre Brazeau, je suis bijoutière joaillière. Je suis intéressée à acheter votre commerce. Pensez-y, vous me rappellerez si ça vous intéresse. Viens me voir. Ça a été ça. Et tu sais, si on était, il avait prévu fermer en décembre, j'ai racheté la janvier 2013. Donc, tu Wow. sais, si on parlait tout à l'heure, tu avais laissé toutes les portes ouvertes, Le puis les timing. opportunités sont arrivées. Moi, je venais de perdre mon travail. Je dis là, c'est maintenant ou c'est jamais. Frau, on y va. Puis ça s'est fait en quelques mois, tu sais. Donc, des bijouteries comme ça qui se retrouvent face à, ben, on doit fermer, désolé. Ou je vais faire réparer mes bijoux. Je peux pas t'aider, je le sais pas, dans la région, tu sais. Ouais. Puis C'est tu sais, ça maintenant, là. Beaucoup. j'ai deux élèves en tête, entre autres, qui sont venus faire le cours. Un gars qui est parti du Lac-Saint-Jean, puis un gars qui est parti de Victoriaville pour venir faire le cours pour reprendre l'entreprise familiale. Mhm. Euh, Puis ben, il y a des filles comme toi qui ont repris une entreprise familiale après quelques années à la sortie. Mais tu sais, fait que ça existe encore. Puis, euh, puis justement, tu sais, comme on disait, le commerce devient de plus en plus éclaté. Autrement dit, on peut vendre en ligne, on peut vendre sur place. Euh, Puis il y a des petites compagnies qui sont démarrées dans des sous-sols, dans des petits ateliers, dans des garages ou dans des petits cabanons qui finissent par grossir, puis qu'à un moment donné, ils disent, ben là, moi j'ai de la demande dans les salons, faut que je produise. Mhm. J'ai une autre élève auquel je pense qui fait maintenant même du remplacement avec nous en enseignement, qui des fois dit ben là j'ai de la prod qui s'en vient là. Auriez-vous quelqu'un à m'envoyer là? Vous n'avez pas une étudiante qui est une étudiante qui serait prête à partir en stage bientôt là, puis que je pourrais former pour qu'elle me donne un coup de pouce pour la prod de Noël. Fait que, il y a de la J'en ai relève. besoin demain. Oui, Ben oui. exactement. Il y a de la relève, il y a de la place. Euh, puis puis c'est encourageant. Oui, il y a eu une baisse en clientèle. Effectivement, on est deux écoles à Québec, deux écoles à Montréal qui formons pour toute la province. Fait que tu sais, Mhm. c'est sûr que au Lac-Saint-Jean, toute la péninsule gaspésienne, l'Estrie, tu sais, il y a des, puis il y a des gens des fois qui sont entre Québec puis Montréal qui disent, ouf, moi la grande ville, pas sûr. Québec, c'est moins gros un peu que Montréal. Fait que c'est comme ça un peu qu'on récupère de la clientèle des fois qui sont entre les deux, mais qui disent, bah, ça me tente pas d'aller dans la grosse ville. Fait qu'ils descendent à Québec. Euh, mais c'est ça, il y a de la belle relève, puis il y a de l'emploi pour eux autres. Puis il y a de l'emploi aussi, puis là, ben, c'est sûr que je fais du millage pour nous autres un petit peu, mais il y a de l'emploi de plus en plus et pas juste en bijouterie. C'est-à-dire que Mhm. on a parlé de lien avec la dentisterie un petit peu tantôt, très brièvement. Oui. Euh, la population vieillissante a encore besoin de soigner ses dents. Puis il y a des éléments dans la dentisterie puis la fabrication de prothèses dentaires qui sont quand même assez proches de la bijouterie joaillerie au niveau des techniques. Mhm. Puis ben, la minutie des gens qui sortent du cours de bijouterie est de plus en plus reconnue dans ce domaine-là, mais aussi en microélectronique, l'assemblage pour des sondes, pour toutes sortes de choses, des petits assemblages là, sous microscope. Fait que notre patience, notre minutie, notre dextérité fine, des gens qui sortent du cours de bijouterie joaillerie est appréciée dans plus de domaines que la simple bijouterie. Puis Mhm. j'ai souvenir d'une fille qui voulait se lancer en affaires, qui travaillait déjà dans une bijouterie, puis qui a dit, écoute, moi je veux produire, je veux pas avoir ma bijouterie avec pignon sur rue, mais
en ce moment, je vais quitter la bijouterie où je suis vendeuse pour aller travailler pour un atelier d'assemblage en microélectronique parce qu'ils ont un horaire qui me convient davantage, un salaire qui est plus élevé que ce que je gagne en Mhm. bijouterie. Mais ça va me permettre de monter mon commerce en bijouterie. Ben oui. Fait que, tu sais, on parlait de chemin puis de pas se fermer des portes, là. Ben, en ce moment, Mhm. il y a beaucoup de possibilités avec toutes sortes de portes qui sont différentes. Il s'agit d'avoir une vision peut-être, d'être capable de se planifier un petit peu à long terme, de dire, ben, je vais faire quelques années ici, je vais mettre des sous de côté. C'est pas la job que je préfère, mais j'ai un bon horaire qui me permet de monter mon projet que j'ai à cœur, de me partir en business, en bijouterie. Mhm. Ben, il faut pas se fermer aux opportunités, dans le fond, parce que, tu sais, moi, au départ, je voulais, quand j'ai perdu mon travail, c'était aucunement dans mes plans d'acheter une bijouterie. Moi, je voulais me partir à mon compte, installer mon atelier dans le sous-sol de ma maison et fabriquer mes bijoux, les vendre dans des salons et sur Internet et espérer la rentabilité rapide. Mhm. C'était ça, mon rêve. Et finalement, on m'avait parlé, on m'a dit, hey, t'as jamais pensé à être releveur, prendre la relève d'une bijouterie? Ah, pourquoi pas? Ça a été ça. Ah, pourquoi pas? Puis regarde, 11 ans plus tard, je tripe ma vie à faire ça. Est-ce que je tripe ma vie à tous les jours? Écoute, il y a des journées que c'est, mais comme dans tout, C'est ça. on voit le bon côté des choses. Oui, faut effectivement dans tout ça garder une certaine dose d'optimisme et de positivisme. Oui. Moi, dans ce temps-là, là, je me dis, quand les moins bonnes journées que je trouve un petit peu plus rochantes, là, je vais te le dire, là, parce que tu sais, veux pas, c'est t'es propriétaire de ton entreprise. Moi, je fais de l'atelier, donc je fais la réparation, je fais la création, je touche partout. Je fais de tout, la comptabilité, les fournisseurs. Là. J'ai beau déléguer, m'amener, ça a des limites. Et puis, il y a des journées que je me dis, pourquoi tu fais ça, non? Pourquoi je fais ça, non? Et là, la réponse vient tellement rapidement, c'est parce que t'aimes le monde. J'aime le contact avec les gens, complice des moments de bonheur. Ouais. Voilà pourquoi je fais ça tous les jours. Pourquoi il y a des journées que je tu sais, mais pourquoi? Ah oui, c'est vrai, pour ça. On Le fabrique jour des, où je m'en... Vas-y. j'allais dire, on fabrique des symboles. Tu sais, le lien avec nos clients, c'est que quand tu dis on partage des moments de vie, on fabrique des symboles pour eux Mhm. autres. On souligne des moments de Oui. leur vie souvent. Euh, Puis c'est de voir les yeux d'un client qui reçoit quelque chose. Puis on n'est pas tout le temps là, tu sais, des fois c'est par personne interposée, mais le client qui l'a Mhm. acheté revient nous dire, hey, en tout cas, là, tu sais, ça a fonctionné, là. Ça fait partie de la paye de voir, en tout cas, moi, je trouve que c'est une belle partie de la paye de recevoir un compliment, une appréciation. Puis c'est, on s'entend que le bijou, c'est une partie de luxe à quelque part, mais c'est aussi, comme on a dit, pour souligner des moments puis des choses particulières. Fait que c'est comme si on nous intégrait dans leur vie privée puis qu'on dit, hey, t'as fait une différence avec ce que t'as fait pour nous. Ça, Oui. c'est magique, là. Ça n'a pas de prix. On fait partie de ces petits moments de vie-là. Ouais. Et ça, c'est quand je dis pourquoi tu fais ça, ben les journées où ça arrive, on voit cette émotion-là dans les yeux de notre client, la petite boule à l'intérieur, elle fait, J'ai réussi. je peux pas te l'imaginer autrement. Là. Tu Oui. sais, te le décrire autrement, c'est vraiment ça. T'as une chaleur là, qui te dit, oh, je suis contente. Ouais. Le bonheur qui t'habite dans ce temps-là, d'avoir contribué, Ouais. d'avoir participé à ce moment de bonheur-là, ça n'a pas de prix, ça, tu Puis, sais. puis Fait que oui, des fois, il faut s'acharner, mais d'avoir réussi la mission qu'on nous a confiée aussi. À quelque part, là, exactement. un bijou à Mhm. réaliser, satisfaire un désir, une exigence, c'est une mission qu'on nous confie. Puis quand tu livres, puis que tu vois que ça fonctionne, puis tu l'as d'en face, hein, c'est live, là, on le sait. Oui. Euh, on le reçoit, puis on fait comme, OK, yes, j'ai réussi, là, tu sais. Euh, Ah oui, tu livres le bijou, puis tu regardes pas nécessairement comment la personne va manipuler le bijou, tu regardes le visage. oui, tout à fait. Le, L'émotion, tu l'as direct. le dernier C'est bijou que j'ai livré, c'est ça qui s'est passé. C'est
c'était un collègue enseignant qui disait hey, j'aimerais ça me faire. Ah, t'es joaillier, toi, j'aimerais ça me faire faire quelque chose. Puis là, il y avait un trip, il y avait une idée dans la tête. Puis je dis OK, il dit, t'es-tu capable? Il dit, fais-tu des pièces sur mesure? Je dis, oui, je peux faire ça. Fait que, tu sais, quand j'ai livré, là, il se l'est mis dans le doigt, puis il a fait comme. Là, j'ai vu les yeux, là. Il a fait ah, wow. Et puis là, je le recroise, puis il dit, hey, je l'enlève pas, là. Je l'enlève, je me lave les mains, je la remets tout de suite. Il dit, je dors avec, je fais tout avec. Je dis, là, tu fais attention, si tu fais si tu fais de l'horticulture puis du pavement sur ton terrain, là, tu fais attention quand même. Mais je dis, elle est faite solide. Il dit, même mon père, qui a 75 ans, qui trouve que euh, les bijoux de gars, il trouve ça un peu bizarre, là. Il dit, même mon père, il est tombé en amour avec la bague. Là, tu dis, garde, OK, mission accomplie. Exactement. Euh, on se regarde en arrière, on regarde ton parcours de joaillier, d'enseignant. Ouais. As-tu des regrets? Ah, des On va y regrets. arriver, hein? Ah non, non, je pensais pas que t'allais là. Non, mais des regrets. Ben, écoute, ça va paraître drôle un peu, là, mais tu sais, j'ai passé plus de temps enseignant que Mhm. joaillier au banc, à quelque part. OK. Euh, dans les questions que tu m'avais envoyées, il y avait est-ce que tu fabriques encore? Bon, ben, tu viens de comprendre que oui, je fabrique encore. Évidemment, je fabrique plus Mhm. autant que quand je travaillais au banc 40 heures semaine. J'ai encore du plaisir pour des choses comme ça. Tu sais, quelqu'un qui me passe une commande, j'ai encore du plaisir. Des regrets, c'est peut-être justement de pas en avoir fait suffisamment. OK. J'aurais aimé, tu sais, euh, je considère pas que je suis quelqu'un qui dort pas la nuit parce qu'il a besoin de créer puis qu'il y a trop d'idées qui lui passent dans la tête. Ça arrive, mais c'est pas, tu sais, j'écoutais Caroline puis je disais, tabarouette, je trouve ça magnifique, tu sais, de dire, là, avoir Ah. le goût puis le besoin de créer à ce niveau-là. Mhm. Je suis pas animé de cette façon-là. C'est différent. Mais, tu sais, moi, je suis plus quelqu'un qui va partir d'une technique. Parce que je suis pas Mhm. mal technicien, puis je veux dire, hey, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Hey, ça, j'aimerais ça intégrer ça dans un bijou. Tu sais, ça c'est plus moi. Fait que, à quelque part, le regret, ben, c'est les bijoux que j'ai pas fait, peut-être. Mhm. C'est d'avoir cumulé une collection de pierres au fil du temps, puis de les regarder, puis de dire, ben là, petit homme, là, faudrait que tu te mettes à dessiner, puis que tu t'en fabriques un petit peu plus. Euh, depuis, je pense que c'est la troisième année, là, que j'ai réduit un petit peu ma charge de travail à l'école en me disant au début, ben, je vais pouvoir faire du temps d'atelier un petit peu plus chez moi. Oui, c'est vrai, mais cette journée-là est Mais, aussi utilisée à faire un paquet d'autres trucs de routine de semaine que c'est finalement aussi poche de le faire le jeudi, le samedi ou le dimanche. Euh, il mais nous faudrait plus qu'une vie, je pense, hein? oui, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mm. Euh, mais des vrais regrets au niveau de ce que j'ai fait. J'en regrette pas mes choix, en tout cas. OK? Euh, Oui. tu sais, on a dit tantôt le parcours, j'avais une idée de ce que je voulais faire un jour, puis tout ça a changé de position un peu, mais j'ai pas de regrets de ce que des choix qui ont été placés devant moi, puis des décisions que j'ai prises par rapport à ces choix-là. Euh, Mhm. Est-ce que je regrette d'être allé en enseignement? Surtout pas. Je pense que je pense que c'était un peu ma place. Oh oui, oh oui, je confirme. Je confirme. Merci, merci. Ça fait Puis, plaisir. puis j'aime encore ça, enseigner, j'aime encore ça, le contact avec quelqu'un qui veut apprendre. Tu sais, ça ça va toujours venir me chercher. Fait que des regrets, euh, peut-être de pas avoir réussi justement à le transmettre suffisamment à certaines personnes. Il y a des gens qui avaient beaucoup de talent, puis que j'aurais souhaité qu'ils aillent plus loin dans ce métier-là, Mhm. plutôt que d'apprendre plus tard qu'ils l'ont quitté, mais en même temps, c'est leur choix. Tu sais, Tu fait que, peux pas vouloir ben, je peux plus. pas vouloir plus, tu sais, puis, puis, en fait, tu sais, à chaque fois qu'un élève quitte, ben, il y a un petit quelque chose, il y a un petit pincement, ben, on va se voir moins, ou on se verra plus, ou veut pas, au fil, tu sais, même si maintenant, la formation dure, on dit que ça dure 16 mois, là, parce que c'est plus 2 ans, parce qu'on n'arrête pas 2 mois et demi l'été, mais,
Mais il y a toujours un pincement de laisser aller quelqu'un comme ça, tu sais, bon ben vas-y, grandis, puis viens nous revoir, tu sais, on est toujours là. Mais je On peux appelle ça couper le cordon. ouais, c'est ça, hein. J'ai pas d'enfant, j'ai pas eu d'enfant, fait que, tu sais, il y a un petit bout, des fois je blague, puis je dis, il y a un petit bout de paternité que je vis par l'enseignement. Fait que quand les enfants sont grands et qu'ils quittent le nid, ben, il y a toujours un petit pincement. Mais des vrais regrets, euh, il y a une Mais tu sais, chose. regret n'a pas toujours la connotation négative, Non, hein? non. J'ai été Tu sais, approché au tout début, j'étais encore élève, j'ai été approché en fait, j'étais chez un optométriste, puis j'ai posé une question à un commis. En quel métal ils sont faites, ces lunettes-là? Le commis, il me regardait avec des yeux gros de même, il se posait des sérieuses questions, pourquoi, puis là, il fouille dans les papiers, puis il essaye de trouver les trucs de commande, puis il dit, mais pourquoi vous posez cette question-là? Puis c'est parce qu'à un moment donné, à l'école, pour le plaisir, j'avais reproduit ma monture de lunettes. Je les enlevais, j'avais pas besoin pour voir de bien proche dans ce temps-là. Fait que je les enlevais, puis je reproduisais les morceaux à temps perdu. Puis je mettais ça dans une boîte, puis après ça, ben, je continuais les modules. Puis, ben, j'y monte ma monture de lunettes. Je dis, ben, c'est parce que j'en ai fabriqué une paire. Il dit, quoi? Fait que là, j'y monte la monture et là, écoute, il était en train d'inspecter la monture. Puis, la semaine d'après, il me dit, pouvez-vous me laisser vos coordonnées? Je dis, bah, oui. Tu sais. Moi, j'étais juste rentré pour poser la question sur la paire de lunettes que je voyais dans la vitrine. Puis la semaine d'après, ben, il y a quelqu'un de chez Laoun Opticien à Montréal, sur Sainte-Catherine, je pense, ou Saint-Denis, à cette époque-là, qui me contactait pour me demander d'aller les rencontrer. J'ai baqué. Je suis pas allé. t'es-tu malade? T'es-tu malade? Tu sais, fait y a-tu un regret? Si oui, un regret négatif, ça serait celui de pas être allé sentir. J'avais la chienne. Hey, La curiosité, dans le fond, ça a arrêté quoi? ouais, ça aurait été quoi? Hmm. Je pense que j'avais pas 22 ans encore. Ou j'avais tout juste 22 ans. Puis, ça m'avait, euh, ça m'avait bousculé. Je me disais, mais tu sais, j'aurais dû juste y aller voir qu'est-ce qu'il voulait puis qu'est-ce qu'il voulait me proposer, tu sais, mais je sais pas pourquoi dans ma naïveté j'avais peur de me faire embrigader dans je sais pas trop quoi, puis je suis pas allé. Fait que s'il y a un regret là, honnêtement, ça serait peut-être celui de pas être allé à cette rencontre-là. Monsieur Laoun, je m'excuse. Oui. Tu formes la relève. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes qui sortent de l'école, ou même jeunes et moins jeunes qui décident, qui ont une curiosité vers notre beau métier, puis qui seraient intéressés à prendre cette direction-là, ce programme d'enseignement-là, tu leur conseilles quoi? Ceux qui s'inscrivent ou ceux qui Les réfléchissent à prospects s'inscrire, éventuels, c'est ça. Ceux que le métier titille. ben tu sais, OK, honnêtement, là, je dis, ben, viens visiter l'école, inscris-toi à élève d'un jour, viens voir, puis des fois, ben, honnêtement, je pose des questions. Qu'est-ce qui t'attire? Tu sais, parce que j'ai vu des gars, étrangement, mais c'est beaucoup des gars que j'ai vu avec cette attitude-là. Hey, moi, j'aimerais ça faire ce métier-là. Hey, toi, tu dois quoi? Tu dois tu t'enseignes, tu fais des commandes personnelles un peu, tu fais du certissage, tu dois bien éclairer un 150, 200 000 par année. C'était ça l'attrait. J'ai dit, écoute, si tu te lances dans ce métier-là pour devenir riche, puis que tu penses que, tu sais, j'ai dit, oui, il y en a qui font de l'argent. Il y a moyen de bien vivre de ce métier-là. Mais tu sais, le look gangster avec les grosses chaînes, puis tout le kit, puis les trip rappers, puis tout ça, c'est cute, là, mais c'est beaucoup à la TV qu'on voit ça. Puis la réalité, puis tu sais, je dis, je t'empêcherai jamais d'aller. T'as la drive pour le faire, pour te lancer en business, puis que ça fonctionne à fond la caisse, tant mieux. Mais je peux pas te dire que parce que tu deviens joaillier, du jour au lendemain, tu deviens riche. Faut que tu travailles anti-péché comme dans n'importe quel domaine, et peut-être même Mhm. davantage que d'autres domaines, parce qu'il faut faire son nom, faire sa réputation. C'est un métier de confiance, comme tu disais. Les personnes, là, si t'as de l'air trop gangsta, c'est pas madame, la madame qui a des sous puis des beaux diamants. Ça dépend comment tu l'accueilles, si elle te les laisse ou si elle te les laisse pas, tu sais. Faut vraiment le développer, ce lien-là. Fait que, euh,
Si tu y vas par passion, parce que tu as le goût de créer, parce que tu as le goût d'un lien humain avec les gens qui vont venir te voir, parce que tu as le goût de réaliser des pièces particulières pour cette clientèle-là, puis que tu es prêt à travailler pour, un, apprendre le métier, parce qu'en sortant de l'école, tu vas être encore un apprenti joaillier. Tu as deux J'allais ans. dire, c'est là que tu commences à apprendre. Ben, c'est ça, tu sais, faites un parallèle avec la cuisine tantôt. Aujourd'hui, ça prend un cours de cuisine pour rentrer dans une cuisine. Ben, ça prend un cours de bijouterie pour Mhm. rentrer dans un atelier de bijouterie parce que sinon, on va te regarder et on va dire, Ouais. ben, tu sais pas limer, tu sais pas scier, tu sais rien faire, ça va me prendre 5 ans de former. Souvent, la personne va dire, si ça t'intéresse, va voir à l'école. Puis, si ça t'intéresse, va voir à l'école, va visiter. Puis, si t'as la piqûre, inscris-toi, puis rappelle-moi quand t'as fini ton cours. Fait que, Mhm. qu'est-ce que je dis à ceux que ça intéresse? Ben, viens t'inscrire, puis fais ton cours, puis tu sais, mais va voir des gens aussi qui sont joailliers. Moi, c'est une des choses que j'ai faites Mhm. avant de décider de m'inscrire, puis je suis tombé sur un joaillier qui était un enseignant, en plus, puis qui enseignait dans les deux écoles. Fait que j'ai été choyé dans ça. La personne qui m'a reçu m'a posé un peu les questions que je viens de dire, tu sais, qu'est-ce qui t'attire, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Euh, T'as-tu un cégep, t'as-tu un secondaire, t'as un diplôme d'études collégiales, parfait, va pas au collégial, viens au DEP. Tu sais, ces choses-là. Fait que les conseils, c'est ben, suis ta passion, puis écoute pas nécessairement tous ceux qui vont te dire que tu seras jamais riche, puis tu feras jamais d'argent avec ça. Écoute pas ceux non plus qui vont dire ben tu vas devenir millionnaire, parce que ni d'un côté ni de l'autre, ça risque d'être la vérité. Je souhaite, Choisis le juste milieu. c'est ça, c'est ça. Mais embrasse ce beau métier-là. Si vraiment ça te passionne, ça te Mhm. fascine, ben, viens voir, viens t'essayer, puis viens continuer à développer ta piqûre parce que c'est un fichu de beau métier. Ah oui. Si on a une boule de cristal, Ouais, puis qu'on regarde justement notre beau métier, là, tu le ouais. vois où, toi, dans les prochaines années, ce beau métier-là? Ah, écoute, euh, c'est fou parce que la technologie rentre beaucoup dans notre métier. On a parlé de dessin assisté, Mhm. on imprime en 3D aujourd'hui. On est capable de prendre une photo d'un objet, de la numériser dans un logiciel de dessin, d'en extraire un volume, puis de l'imprimer en 3D, puis de le couler en métal précieux. Tu sais, on est rendu là. Euh, j'ai discuté avec mon appariteur récemment, puis on avait une réflexion sur l'intelligence artificielle. Ben, tu peux demander à l'intelligence artificielle de te créer un dessin de style X avec telle affaire inclus, telle, tu sais, il y aurait moyen de faire une demande de dessin, puis de partir de ce dessin-là, puis de le transformer en bijou. Donc, on pourrait créer à partir de l'intelligence artificielle. Je trouve ça fascinant de voir ce qui s'en vient. En même temps, comme je parlais des techniques anciennes que j'aime beaucoup puis que j'affectionne encore, ben c'est sûr que ça m'éloigne un petit peu de ça. Des fois, je trouve que les réalisations 3D sont plus froides un petit peu. Les choses complètement Mhm. parfaites qui sont machinées ou qui sont... Je dis pas que j'aime pas ça, mais ça m'émeut moins OK. qu'un bijou que je sais réaliser à la main au complet avec toutes les techniques qui sont là, que tu dis, ben, c'est sûr que ça a été fait en équipe, il y a personne qui peut maîtriser ces techniques-là jusqu'à ce niveau-là en, en une vie, tu sais. Puis si oui, ben, ils Mhm. ont commencé très très jeunes, puis ils ont fait que ça, un nombre incalculable d'heures par semaine. Euh, mais je le vois où? Ben, je vois ça encore florissant. J'ose espérer que le prix de l'or continuera pas à monter en fou pour que les gens puissent continuer à se procurer des bijoux. Puis sinon, ben, Par pitié. ça commence à être onéreux un petit peu. Puis sinon, ben, ça sera à nous autres d'être créatifs. Puis on l'est déjà, je pense, en tout Mhm. cas pour plusieurs, puis de dire, ben, on va aller travailler d'autres matériaux, on va aller s'amuser avec d'autres trucs. Tu sais, quand on fait le salon des artisans, puis qu'on va se promener là, puis le métier d'art, puis plein air l'été, on voit des gens qui travaillent le bois, on voit des gens qui vont faire des intégrations de pâte de verre, on voit plutôt que de mettre des pierres qui sont dispendieuses. Fait qu'on on voit déjà euh, que la créativité dans ce domaine-là amène quelque chose de le fun, puis qu'il y a moyen de faire du bijou abordable pour les gens qui ont le goût de s'offrir quelque chose de personnel. Euh, Mhm. Fait que je pense qu'il y a encore de très belles années dans notre métier. Mais c'est sûr que ça s'en va, tu sais, l'arbre il continue à grandir, les branches continuent à pousser, puis euh, qu'est-ce qu'on va faire dans 10 ans? C'est difficile à dire. Je sais que en Italie, on peut déjà imprimer
directement, sans passer par la cire, on imprime maintenant dans l'or. C'est-à-dire qu'il y a une imprimante qui est un faisceau laser qui durcit de la poussière d'or dans un bucket, comme on dit en bon français, là. C'est une technologie qui vient du domaine médical puis de l'aviation, là. On imprime des hanches en titane de cette façon-là. Ben, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, hey, ben, on devrait être capable de faire ça avec des métaux précieux aussi. Fait que, on va aller où dans 10 ans? Bonne question. Mais on va encore faire des bijoux. Ouais. Ben, j'espère. Ça, c'est sûr. J'espère. Je suis pas prête pour la retraite, donc je nous en souhaite encore. Je suis déjà arrivée à ma dernière question, Yann. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Ah là là. Ben écoute, ben de continuer à enseigner à une belle clientèle parce que c'est le fun. J'adore enseigner. Puis d'occuper mon atelier un petit peu plus peut-être pour en fait à chaque fois que je mets la main sur des bijoux, je me dis ouais, faudrait vraiment que j'en fasse un petit peu plus. Je m'ennuie à l'occasion d'en faire. Je me passe le message parce que c'est moi qui est responsable de gérer mon agenda puis de prendre le temps d'en faire. Mhm. Mais de m'encourager à mettre le nez dans mes pierres puis dans ma collection puis sur un crayon puis une feuille de papier pour griffonner puis me laisser aller puis avoir du plaisir à créer puis à fabriquer encore Mhm. pendant des années. Ben écoute, je te le souhaite parce que j'ai souvenir comment tes yeux brillaient quand tu le faisais. Puis je me dis ça, cette étincelle-là, faut pas que ça se perde au fil des années. Donc, j'ai du temps dans ton agenda. Allez hop à l'ouvrage. Oui, chef. Écoute, Yann, on est déjà rendu à la fin de l'épisode. Je te remercie du fond du cœur, première des choses, d'avoir accepté d'embarquer dans ma folle idée de podcast et d'avoir partagé aussi avec les gens qui nous écoutent ta passion pour ton métier. Écoute, ta passion qui est indéniable. Ça s'entend. Moi, je l'ai en vidéo en plus, donc ça se voit. Euh, Merci pour ton temps, merci pour ta passion. Je te souhaite que tes projets, tes rêves se réalisent, de la création à profusion et des étudiants aussi allumés que toi dans tes prochaines cohortes. Écoute, je te le souhaite. Et puis, écoute, pour agrémenter tes journées d'enseignement, je te souhaite la belle relève dynamique, passionnée, curieuse, qui vont te challenger aussi, parce que c'est le fun, hein? Ben, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci d'avoir pensé à moi. Je trouve ça touchant. Puis c'est un grand bonheur de te retrouver en face à face comme ça, puis d'échanger sur notre beau métier. Je suis content. À chaque fois que j'ai des élèves à qui j'ai enseigné, qui me recontactent et qui, de surcroît, acceptent des stagiaires dans leur atelier, je trouve ça le fun parce que je me dis, j'ai nous avons, l'équipe d'enseignants, parce que je suis pas toute seule, réussi à Mhm. transmettre notre passion, puis à la faire vivre à quelqu'un d'autre, et cette personne-là continue à faire tourner la roue avec nous en accueillant ben, la relève qu'on est encore en train de former avec notre belle petite équipe de profs au Centre Maurice-Barbeau. Je te remercie pour l'invitation beaucoup. Ben, écoute, ça allait de source de t'avoir dans un de mes épisodes. Je me suis dit, il faut pas que je manque cette occasion-là. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour le précieux temps que tu m'as accordé. Et aux gens qui nous écoutent, eh bien, on se revoit dans une prochaine histoire de bijoux. Donc, on se dit à très bientôt. Bye bye. L'histoire d'aujourd'hui t'a donné des frissons et tu aimerais plonger davantage dans mon univers rempli de pépites d'or. Si toi aussi tu as envie d'infuser une émotion, marquer un moment précieux ou honorer la mémoire d'un proche grâce à un bijou qui deviendra porteur d'histoire, je t'invite à visiter notre boutique au bijouterielepage.com. Abonne-toi à nos différents réseaux sociaux pour rester à l'affût de ce que j'ai à te faire découvrir. Et je te dis à très bientôt dans un autre épisode d'Histoire de bijoux.